vraiment ce côté, voir la vie comme un terrain de jeu et le faire à deux, mais c'est magnifique. Moi, je suis à fond dans Detective Box, c'est toute ma vie en ce moment. Puisque je suis CEO d'une vraie boîte avec une équipe qui est en train de grandir, tu vois, là, on est 15. Oh my God. Ouais, non, mais c'est clair, ça va Quand vite. je t'ai connue, justement, il n'y a pas si longtemps. Hein. Ah bah, t'étais toute seule. J'étais toute seule dans mon coin, en jogging. Dans ta chambre. En jogging dans ma chambre, exactement. Moi, je suis méga impressionnée vraiment de ce que tu fais. Un jour, je me suis enfermée dehors, j'avais plus ma clé. Quand le serrurier est venu, je lui ai dit franchement, ton site, c'est pas possible. Regarde, le temps que tu arrives, les 45 minutes, je t'ai fait un premier Strikingly et je lui ai vendu 400 €. Il m'a dit j'en veux 2, j'étais là. Ouah, mais le mec est millionnaire. 800 boules, les frères. 800 boules, je lui ai fait 2 mois dessus, tu vois. Et j'étais là, c'est parti, c'est bon, j'ai plus besoin de... Est-ce qu'on est good? Eh ben, on est très bien. C'est bon, on enregistre. Hein. Du coup, on a mis un peu de temps parce qu'on a refait tout le setup on a dit non. en arrivant. C'est ça que tout le monde m'emmerde en me disant il n'y a pas assez de meufs dans ton podcast. Et bah, boum, 2 d'un coup. Et voilà. Et alors, du coup, moi, je suis très content parce que 2 entrepreneurs que j'adore. Et en plus, un couple, parce que La Chapelle, c'est que de l'amour. Donc, du coup, ça va m'apporter plein de questions. Il va y avoir plein de sujets. Donc, Émilie Marjolaine, bienvenue dans La Chapelle Radio. La première question, elle va être simple. C'est déjà, qu'est-ce que ça fait de vivre de CEO sous le même toit? Moi, ça m'intéresse parce que je suis entrepreneur également avec ma femme. Donc, du coup, je pense que c'est déjà un sujet qui ne concerne pas beaucoup de monde qui va nous intéresser. Eh ben, ça fait des étincelles. Non, c'est trop bien. Moi, j'adore parce que ça veut dire qu'on peut parler de plein de choses. On parle du travail en entrant ou même... Moi, il se trouve que j'ai mes équipes qui bossent à moitié chez nous. On a un gros lieu, on en reparlera après. Et donc, il y a très peu de limites finalement entre le pro et le perso parce que notre travail fait partie de nous. Nous, on discute vachement de nos projets respectifs, on s'entraide. Et donc, franchement, ça nous fait grandir hyper rapidement. Hein. Vous parlez d'autre chose que le taf, quand même, j'espère. On parle de tellement de choses. Beaucoup de choses. On fait que parler. Des fois, parce qu'en plus, toi, t'as même les bureaux qui sont genre juste en face ou un truc comme ça. Donc en fait, vraiment pour le coup là, tout est au même endroit. Ah bah, tout est réuni sous un même gros toit. Et c'est trop cool. Moi, j'adore. C'est vraiment une vie où les choses sont fluides. Ça veut dire qu'il faut trouver aussi un équilibre entre le fait que moi, je peux me ramener en chaussons dans le bureau. Et c'est pas forcément la meilleure vibe pour l'équipe. Marjo, des fois aussi, elle vient manger avec nous. Enfin, il y a plein de choses à balancer. Et à la fois, ça peut être challengeant parce qu'il faut trouver l'équilibre pour tout le monde, moi, mon équipe, pour nous, pour qu'on soit pas tout le temps non plus dans le taf. Et en même temps, je trouve ça trop sympa, quoi. Ouais, moi, je trouve qu'on n'est pas du tout le temps dans le taf. Et au contraire, ça donne... Moi, j'ai l'impression que c'est un peu la première fois que je me sens avec quelqu'un qui me comprend complètement, quoi. Qui comprend vraiment tout ce que je suis et qui comprend ce que ça veut dire mes projets pour moi, entreprendre. Et aussi, ça me donne une empathie, une compréhension de ce que tu vis. Et en plus, ce qui est chouette, c'est qu'on a quand même chacune, on n'est pas au même stade, on vit pas les mêmes choses exactement, mais on se comprend. On a vécu ce qu'une a vécu et inversement. Et du coup, on se soutient. Et tu vois, moi, je vois Émilie en pleine levée de fonds qui me dit au dernier moment... notre semaine un peu sympa, télétravail au bord de la mer, on allait se balader, travailler la moitié de la journée. En fait, pas du tout, parce que je suis en pitch toute la semaine. Et moi, je suis là, mais je te soutiens à fond, mon amour, je comprends. Et il n'y a aucune partie de moi qui se dit, mais ton taf... Enfin, je vois pas comme ça, comme son taf. Je vois ça comme ce qu'elle est en train de créer, et j'ai envie de la soutenir. Et toi, tu m'as tellement aidé, je trouve ça magique, quoi. Du coup, en fait, c'est vrai que ça peut être vu comme un défaut pour certains, mais c'est vrai que moi, je le vois comme une qualité, dans le sens où, par exemple, moi, à part avec mes potes entrepreneurs, à part sur ce podcast, ou avec ma femme, du coup, en fait, moi, c'est vrai que je parle de ce que je vis au quotidien, de ce qui m'anime, 90% de mon temps de cerveau disponible, et en fait, j'en parle pas avec mes autres potes, parce que je me dis, en fait, je sais pas, c'est comme si, en fait, vous allez pas comprendre, en fait, quoi, tu vois. Ouais, il y a un côté, en fait, on se comprend à un niveau, un degré de finesse et de savoir que c'est pas pro, perso, taf, pas taf. Il y a vraiment, même dans nos lectures, dans ce qu'on se passe. Je pense que parfois on se dit, si les gens nous voyaient là, on est des énormes nerds. Des très grosses nerds. Un podcast sur comment faire une accroche pour une conf. Très bien, ça m'intéresse. Vas-y, mais tu l'es dans les écouteurs, passe-moi un écouteur. Ouais. On est des énormes geeks, mais c'est génial. Et je pense aussi nos projets,
c'est des projets dans la vie. Enfin, tu vois, nos projets entrepreneuriaux, moi, je forme des entrepreneurs, je fais des confs sur nouvelle forme de travail, on a le Loft à Paris ensemble. Enfin, j'ai pas l'impression de faire un truc, tu vois, je travaille pas, par exemple, sur la supply chain, j'aurais pu, mais là, ça aurait été effectivement très, OK, on va parler de mon EBITDA, on va parler de mes process, on va parler... Là, c'est pas ça. On est plutôt dans, OK, comment on a envie de travailler différemment, vivre différemment. Enfin, ce que j'allais dire, intégré, c'est que c'est au-delà d'une fonction, ou même d'un domaine. On n'est pas toutes les deux managers en marketing beauté. Là où tu peux aussi avoir beaucoup de choses à te raconter en rentrant le soir, mais c'est une manière d'aborder le travail qui est aussi très très similaire. On a des parcours qui se ressemblent mais qui sont aussi décalés dans le temps, parce que Marjo a 50 plus, elle a monté sa boîte bien avant moi. D'ailleurs, pour la petite histoire, moi j'en parlerai peut-être après, mais moi j'avais postulé chez Jam, donc l'ancienne boîte de Marjo, il y a 10 ans, tu vois. Donc t'avais pas été prise du coup? J'avais pas été prise. J'ai même un mail de Marjo qui date d'il y a 10 ans qui me dit merci pour ta candidature, mais tu es un petit peu junior. T'avais une réponse ou moins? J'allais dire, est-ce que t'as été ghostée, mais non, tu vois. Non, j'avais regardé son dossier et tout. Je dis bonjour Émilie, super profil, mais tu seras pas ma stagiaire, tu seras ma meuf dans quelques années. Elle aurait été canon, la petite stagiaire. Et alors, du coup, tu vois, ça me fait la bonne transition pour dire quand même, parce que les gens nous voient parler là depuis tout à l'heure, je pense que vos visages leur disent quelque chose. Il y en a peut-être aussi plein qui vous connaissent. Je vous propose peut-être que vous vous présentiez. Alors, j'ai envie de dire, comment vous vous présentez quand, je sais pas, vous êtes à une soirée ou quoi? Est-ce que vous dites, je suis Émilie de Marjolaine de quelque chose? Comment vous vous présentez aux gens que vous ne connaissez pas encore? Moi, c'est toujours le gros challenge. Genre là, tu me tends une perche très intéressante pour moi, parce que ce que j'ai tendance à te dire, c'est bonjour, moi, c'est Émilie de Detective Box. Et la question d'après, c'est quoi Detective Box? Et à chaque fois, c'est un peu le néant, parce que ma réponse, c'est Detective Box, c'est un jeu d'enquête que tu fais à la maison. Ok, mais moi, j'ai l'impression de faire un truc qui va bien au-delà de ça, et j'ai l'impression que c'est très 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 réducteur de dire que je fais un jeu d'enquête à faire à la maison. Enfin, ça me semble très anecdotique, alors que j'ai vraiment l'impression qu'on fait quelque chose de plus important et de plus grand que ça. On aura peut-être l'occasion de revenir dessus, mais on y reviendra évidemment. Ouais, mais c'est dur pour moi de me présenter en disant ça. Et après, je me demande, tu vois, on a eu des sessions de brainstorming sur est-ce que je vais essayer de me présenter différemment, qu'est-ce que je pourrais dire, genre, alors on est le premier éditeur indépendant de jeux de société en France. Non, c'est bizarre de dire ça. En gros, est-ce qu'en fait, et quand ça, que moi, c'est une question que je me pose souvent, c'est est-ce que du coup, on peut se présenter sans être obligé de pitcher sa boîte, quoi? Chose en fait que souvent, encore une fois, moi, en fait, j'ai pas envie, en fait. Donc moi, c'est vrai que souvent, je dis, je suis entrepreneur, dans quoi? Donc, j'essaie d'expliquer dans un truc hyper réduit. Ouais. Mais en fait, après, j'avoue que moi, j'ai pas envie d'expliquer, en fait, quoi, tu vois, spécialement, quoi. Ouais, moi, le problème que je vois, c'est que je suis quelqu'un qui est vachement dans l'introspection, qui réfléchit à des problèmes de société, qui a l'impression de faire partie aussi de mouvements pour l'amélioration du quotidien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'on vit des vies très intentionnelles, comment est-ce qu'on utilise notre temps du mieux possible, comment est-ce qu'on sort de nos écrans et de nos addictions au smartphone, à l'attention réduite, et tout ça, ça se retrouve dans mon projet. Et en fait, je me retrouve à dire, je fais des jeux de société. Et donc c'est vraiment un travail que je suis en train de faire en ce moment pour essayer d'expliquer que oui, alors le what, il se trouve que c'est un jeu d'enquête. C'est un jeu d'enquête qui est aussi au-delà juste d'un jeu de société, parce qu'en fait il y a tout un pendant digital. En fait, c'est un objet culturel un petit peu spécial, parce que il y a un peu du jeu vidéo, il y a un peu du ciné dedans, il y a un petit peu du jeu de société, de l'escape game. C'est un mix de plein de choses, mais c'est un mix de plein de choses qui sert à quelque chose de très particulier, c'est-à-dire ramener du fun et de la connexion dans la vie de tout le monde, et pas que des joueurs. En fait, on est un jeu qui s'adresse vraiment au grand public, notamment nous, notre audience, c'est des couples de trentenaires, quarantenaires qui jouent pas, quoi. Et les enfants, ils peuvent jouer aussi? Non, pas pour l'instant. Enfin, officiellement, c'est pour 14 ans et plus. Je me posais la question si je te l'achetais pour Noël, là, pour ma fille de 8 ans, si elle allait kiffer ou pas. Non, 8 ans, c'est limite. Vraiment. Ouais, j'ai regardé Scarface avec elle, hein, elle est quand même assez mature pour son âge. Alors du coup, c'est à toi de décider. Oui, c'est la regarder Scarface, peut-être. C'est une blague, hein, je tiens à dire quand même. Mais je pourrais. Ouais, c'est pas du tout ce que tu as dit dimanche midi à ma cousine au repas de famille. Ouais, je sais. Émilie ?
un escape game à la maison. Ça veut rien dire. Et c'est là typiquement tu vois, la frontière de moi qui essaie de... Enfin, qui est à cœur de lui dire non, mais pitch vraiment ce que tu fais. Et c'est très bien de vouloir être simple, direct et humble et pas ramener la couverture et tout ça. Mais comment on peut trouver un moyen que tu arrives à aussi te présenter et pour moi, c'est aussi respecter tu vois, la personne en face que d'essayer de vouloir être vu. En fait, c'est pas que pour soi, tu crées la connexion et du coup tu prends le temps. Et effectivement, il y a des gens pour qui on a un peu, des contextes parfois on a un peu la flemme d'expliquer. Pour moi, c'est beau aussi d'arriver à créer une connexion parce que tu arrives à montrer qui tu es. Et pour moi, donc du coup, pour répondre à ta question, aujourd'hui, c'est juste entrepreneur, tu vois. Et après, on me dit tu travailles sur quoi? Mais je suis contente de plus avoir à dire Marjolaine de Jam. Une fois, je disais sur un podcast. J'appelais même, tu vois, j'appelle un dentiste et j'étais en mode bonjour Marjolaine de Jam, Marjolaine Grondin, je viens pour, tu vois. Et c'était devenu ton nom de famille, quoi. Mais ça a été mon identité pendant 10 ans à partir de mes 21 ans. Donc forcément, tu vois, il y a un truc qui se crée où c'est Marjo de Jam, Marjo de Jam, Marjo de Jam. Et en fait, je suis vraiment contente d'être Marjo de rien, quoi. Hein, de juste, je sais pas, gérer pas de trucs. Je suis entrepreneur. Entrepreneur. Et du coup, tu entreprends dans quoi en ce moment, Marjolaine? Ah, ça y est. On est quand même un peu là pour ça aussi. Hein. Ah bah bien sûr. Ouais, moi, ça me dérange pas, sinon on peut parler d'autre chose. Hein, mais... Non. Dans plein de choses. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est comment je crée une vie qui me correspond et qui me permet d'explorer toutes mes curiosités. Donc après, je fais un bootcamp en ce moment sur l'IA pour des entrepreneurs, des indépendants, mais aussi des dirigeants en entreprise. Je fais beaucoup de conférences sur futur du travail et IA, tu vois, comment l'IA transforme notre façon de travailler. Et quand je te dis beaucoup, je suis vraiment sur des publics très, très différents. Là, ces 2 dernières semaines, j'ai fait des DRH à la Gaieté Lyrique, des ingénieurs à .ai, plus grosse conf IA mondiale, j'en sais rien, mais au Folies Bergères, Palais des Congrès à Marseille, les experts comptables, gouvernement, genre vraiment je fais plein de gens très différents, mais à chaque fois sur pourquoi l'IA, et notamment l'IA générative, elle change complètement notre façon d'aborder qu'est-ce que veut dire créer, collaborer, créer de la valeur, produire, travailler, penser, et ça me passionne. Et tu vois, mon bootcamp, je fais aujourd'hui pro bono un bootcamp pour des activistes climat, ce qui est assez... Pro bono, ça veut dire gratos. Ça veut dire gratos. Mais c'est hyper enrichissant. Mais parler d'IA avec des activistes climat, sachant que l'IA pose aussi beaucoup de questions environnementales, ça fait qu'on est plutôt sur des débats de société que juste comment prompter ChatGPT. Mais c'est hyper riche. Et à côté de ça, j'ai créé un lieu, Émilie t'en parlait rapidement, le Loft du Canal, qui est à la fois notre lieu de vie, mais aussi un lieu où sont tournés, il y avait Canapé 6 places, le podcast de Léna Situation qui était là-bas. Ouais, un tout petit podcast qui se lance. Un petit podcast sympa, avec quelques personnalités. Très anonyme. Voilà. T'arrives, il y a Pierre Ninet dans ta chambre, Aya Nakamura dans la salle d'à côté. Putain, c'est ouf. Notre vie absurde. Il y avait cette semaine, pour moi, c'était un gros truc, l'acteur de Grey's Anatomy. Donc, Lequel, Patrick Dempsey? Non, tu sais, le beau gosse, je crois qu'il s'appelle Jesse Williams, Dr. Avery, le mec avec le métissé avec les yeux bleus. Bon, c'est dans... Ok, alors moi, en fait, c'était dans les saisons d'après. Moi, j'avais arrêté. Ouais, là. je pense à partir de la 6-7e saison, un truc moi, comme ça. À partir du moment où ils l'ont tué, je dis non. Ça, je refuse cet acte scénaristique qui n'a aucun sens. Ouais, okay. je comprends. Mais tu vois, en fait... À la maison, t'étais là... On commençait à être un peu blasé d'avoir des gens hyper stylés français à l'appart parce que ça arrive tout le temps, toutes les semaines. Et là, on a passé un nouveau step où on avait genre le crew de Hollywood dans la chambre en train de tourner une scène intime dans notre lit. C'était pour une scène de ciné en fait, parce que c'est pas que des enregistrements de podcast en fait. Il y a plein de choses. Il se passe. Vas-y, en fait, on va faire ça. C'était pas prévu, mais alors ça, du coup, c'est hyper intéressant. Comment en fait d'un coup d'un lieu, alors je suppose qu'il doit être original, il doit être unique ou quoi, mais comment d'un coup c'est un lieu où quand des gens ils ont des prods de Cinoche, quand Léna Situation elle va faire son podcast, comment ils en arrivent à venir tourner chez vous? Mais en fait c'est ça que je trouve beau, c'est que pour moi ce projet, et tu vas me présenter en disant bonjour je gère un lieu, ça ne dit rien sur moi, mais en fait le loft c'est vraiment un catalyseur de de plein de choses qui m'intéressent, une partie de ce qui m'intéresse on va dire, mais c'est créer un lieu qui est aussi... j'ai un pote qui s'est marié à lui-même dans ce lieu, une pote qui s'est aussi mariée, pas à elle-même, mais à son mec dans ce lieu. Attends, j'ai pas compris la phrase. Le mec s'est marié à lui-même? Il s'est tatoué une alliance. Bon, entre-temps, du coup, ce week-end, il s'est marié à une meuf. Mais il y a 2 ans, il s'est fait un self-wedding, tu vois, un mariage... Putain, il se passe des choses très originales dans ce loft. On a officié ça, tu vois, en mode... je
prend l'engagement d'être un Il soutien pouvait pas pour juste moi. dire qu'il voulait faire une teuf. Enfin, Non, le mec. non, non. arrête, en plus, c'était pas une teuf, hein, c'était hyper. Ah oui, ok. Ouais, un c'était... truc bâton de parole et tout, un cercle, on raconte. Non, on a fait plein de choses. Des projections de docu, Ouais. des dîners avec des gens en tout genre. Non, mais c'est un lieu de vie et c'est un lieu où je peux héberger des potes en galère ou des potes de passage, faire des trucs de famille. Nous, c'est notre lieu de vie, de travail, de création. C'est trop Cette cool. semaine, mon équipe est à Paris pour la Paris Games Week et donc ils logent chez nous. C'est cool, en fait, ça nous fait une vie hyper riche avec plein d'opportunités et pleine de sérendipité, en fait. Tu l'as placé, j'adore ce mot. Plus de points. Non, Ouais. c'est trop sympa. Et si je vous disais que vous pouvez créer des vidéos courtes, virales, en quelques secondes? Oui, je parle bien de vidéos engageantes, sous-titrées et prêtes à cartonner sur tes réseaux sociaux. Tu l'as bien compris, le partenaire de cet épisode, c'est Submagic, avec qui tout devient possible. Et leur secret, c'est évidemment une IA de ouf, mais t'inquiète, je vais tout expliquer. Le montage vidéo, on le sait tous, ça prend du temps, ça peut coûter cher, mais que ce soit pour enlever des moments inutiles, ajouter des sous-titres ou chercher le bon b-roll, ça devient vite un véritable casse-tête. Et du coup, si je te disais que Submagic fait tout ça à ta place, sous-titres dynamiques en 48 langues, b-roll premium intégré avec Storyblocks et montage vidéo accéléré grâce à une IA de ouf, le résultat, c'est que tes vidéos sont prêtes en quelques minutes et qu'elles sont 10 fois plus engageantes qu'avant. Fini donc les heures passées à couper tes vidéos. Avec l'édition basée sur le texte, Submagic supprime les parties que tu ne veux pas en un clin d'œil. Tu te concentres ainsi sur l'essentiel, à savoir la création de contenu et ce qui va vraiment capter ton audience. Et si c'est bon pour Simon Sinek ou Kendall Jenner, c'est forcément bon pour toi. C'est simple, Submagic, c'est l'outil préféré des créateurs et des entreprises qui veulent accélérer leur croissance sur les réseaux. Et parce qu'on sait que la création vidéo, c'est souvent un travail d'équipe, Submagic te permet de collaborer directement avec tes collègues, tes partenaires ou tes clients. Tu partages tes vidéos d'un simple clic, tu récupères les feedbacks et tu améliores ton contenu en un rien de temps. Créer des vidéos courtes virales n'a jamais été aussi simple. Alors que vous soyez une entreprise, une équipe créative ou un créateur de contenu seul, Submagic est là pour vous faire gagner un maximum de temps et augmenter vos résultats. Tu peux tester Submagic 100% gratuitement en suivant le lien qui se trouve en description de cette vidéo. Tu verras, tu ne seras pas déçu. Merci encore à eux et très bonne écoute. Mais effectivement, je pense que, tu vois, si on prend l'exemple de Lina Situation, avec Émilie, on s'est rencontrés au Moulin. Le Moulin Inattendu, c'est un collectif qui s'appelle Bonne Vie, sur lequel on a été impliqués toutes les deux, on passe du temps, où on a C'est un lieu plein de posts. retreat, hein, c'est ça? C'est un lieu, à la fois où tu peux vivre. Moi, j'y ai vécu quelques mois, en pleine campagne, à 1h30 de Paris, au bord d'une rivière, un vieux moulin réhabilité, hyper sympa, où tu as une maison où tu vis, tu vois, en résidence, et un lieu de vie plutôt co-living, accueil de semaines d'écriture, de semaine climat, ou juste semaine classique. Ou et juste aussi, pour trouver l'amour aussi, apparemment. juste pour trouver l'amour est dans le moulin. Et tu as aussi des boîtes qui privatisent le lieu. Ok. Donc c'est un lieu hyper chouette. Et au Moulin, j'ai rencontré Claire, qui était la directrice des podcasts de Spotify. Et donc quand elle a pensé à commencer à produire le podcast de Lina Situation, tiens, elle s'est dit... Ah oui, c'est ça que c'est uniquement en exclu sur Spotify, en effet. je crois. Donc, et tu vois, elle était là, tiens, Marjo, ton loft, est-ce que machin? Et en fait, moi, je connaissais un peu Binge, qui a coproduit le podcast. Enfin, c'est en fait s'autoriser à avoir du temps pour créer de la sérendipité. Je reprends ton mot contre triple. C'est aussi ce qui crée, tu vois, des rencontres hyper chouettes et ça facilite les projets, quoi. Et moi, c'est un truc qui me tient vraiment à cœur et que j'avais. En fait, quand je le faisais au sein de Jam, de prendre ce temps pour justement du temps qui n'est pas productif et du temps pour discuter, réfléchir, où on ne sait pas si ça donnera quelque chose ou pas, du temps de lecture, de discussion, de réflexion, d'introspection. Quand je le faisais en tant que CEO, il fallait vraiment être droite dans, tu vois, être ancrée dans ce que je faisais et être confiante pour me l'autoriser sans culpabiliser. Et aujourd'hui, je me crée une vie où, au contraire, tout est... Enfin, le plus important, c'est ce temps. Ce que je veux sanctuariser, c'est ce temps. Je ne dis pas que j'y arrive tout le temps. Parfois, je me suis dans le jus et je suis dans l'opérationnel et machin. Mais j'ai vraiment... À chaque fois, je resserre, tu vois, en disant « attention, j'annule mes rendez-vous. » Tu vois, là, samedi dernier, je pense que des gens m'ont prise pour une folle, mais
à 1h du matin, insomnie, machin. Et genre, j'ai annulé plein de rendez-vous cette semaine. En disant, là, voilà, je peux pas, là, on décale, ça, on transforme en appel, ça, machin. Si les gens, ils doivent dire, qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi il est 1h du matin? Mais c'est un peu ce truc qui me réveille la nuit, genre de, oh là, je suis en train de reprendre du busy work. Et ça, c'est ce qui empêche pour moi de penser long terme. Je pense que c'est aussi la clé de la réponse à ta question. C'est quoi d'avoir 2 CEO sous le même toit? On n'a pas exactement aujourd'hui la même vie. C'est-à-dire qu'on a eu des vies très très similaires mais un petit peu en décalé. Aujourd'hui, Marjo, c'est l'élite du soloprenariat parce qu'elle a 3 carrières en même temps qu'elle jongle d'une main de maître, mais elle n'a pas d'équipe et ça lui permet une énorme flexibilité que moi, je n'ai pas forcément. Et on le voit, les semaines où Marjo a vachement de travail, elle doit faire beaucoup de confs, etc. Et moi, en ce moment, je suis en pleine préparation du Q4 pour Detective Box. C'est les semaines où c'est un petit peu plus difficile parce qu'on est toutes les deux stressées. On s'est engueulé. C'est ce que je suis en train de dire non mais voilà. Du coup, en fait, vous le savez pas, mais c'est une séance de psy. Voilà. Écoute, Hugo, la semaine dernière, c'était trop, tu vois. Moi, voilà, j'avais ma conf, elle était en board. Non. Voilà. Et après, et voilà, et 2 CEO sous le même toit, et on n'y arrive pas. non, et c'est cool parce qu'on se comprend et en même temps, c'est important aussi là de mettre le doigt sur le fait que on vit pas la même chose au même moment. Elle sait ce que je vis, donc c'est hyper utile. Et moi, j'ai aussi le recul et je suis dans le jus pour lui remettre un peu le pied à l'étrier parce que Marjo, elle a pris une grosse pause pendant 2 ans. Tu vois, quand on s'est rencontrés, on a eu un peu cette engueulade. J'étais là, moi, j'ai ma boîte à gérer. Je veux pas une meuf sur le canapé là qui me fait à manger tous les midis et qui fait que mixer de la musique tous les jours. J'ai besoin que tu travailles aussi un petit peu parce que sinon ça va pas marcher. Ouais. Donc ça, c'est un truc qu'elle me ressort beaucoup depuis. Quand je trouve que tu travailles trop, je dis voilà. Et là maintenant, je suis genre ouais, t'es mort. En fait, t'as pas besoin de travailler autant que ça. Qu'est-ce que ça vous fait ressentir? Ah oui, non mais. On est en train de trouver un bon équilibre et du coup, on est aussi en train de créer un lieu ensemble, toutes les deux, qui va s'appeler Quartier Libre et qui va nous permettre de passer à l'étape encore d'après, c'est-à-dire d'avoir un projet à 2 qu'on co-crée et où on travaille ensemble et où on apporte nos 2 énergies de CEO dans le même projet. Et c'est quoi Quartier Libre du coup? Allez, tu pitches. Laisse, regarde, tu pitch. En vrai, qui est un peu plus chef que l'autre? Tu sais, le mec qui veut foutre la merde, quoi. Alors, Quartier Libre, c'est un projet complexe parce qu'il mélange beaucoup de choses. À l'origine, il y a une maison, un domaine qu'on achète là dans la Drôme, qui est un lieu magnifique avec piscine naturelle et 2 grosses dépendances qu'on va retaper pour à la fois en faire un lieu de vie, toutes les 2, et fonder notre famille là-bas, vivre entre Paris et la Drôme, et à la fois pour accueillir mon équipe. Moi, j'ai des employés qui sont un peu partout en France. On a pas mal de remote dans la boîte. Donc, moi, je voulais un point d'ancrage pour la boîte où on puisse faire un peu des séminaires plus de manière très régulière pour qu'on se retrouve tous, qu'on ait des super moments ensemble. Et donc, qui va nous forcer à aménager ce lieu de manière très, très multimodale pour pouvoir ensuite donner vie en fait, à tous les projets qu'on a. Et autant te dire que des projets, on en a beaucoup. On va dérouler la Disney Map, là. Vous voyez ce que c'est la Disney Map ou pas? C'est avec tous les projets de films et le machin sur les prochaines années. Alors non, c'est pas ça. En fait, c'est Walt Disney en fait, qui avait fait ça. En fait, sur la Disney Map, en fait, il mettait tous ses business. Donc, il les a dessinés, évidemment. Alors, à l'époque, c'était les parcs, les films... le merchandising, etc. Bon, et puis il y en avait plein d'autres. À la limite, tu peux mettre Picsou Magazine, enfin tous les trucs. Et en fait, il faisait des flèches entre les projets. Comment en fait tel projet aide l'autre. Tu vois, typiquement, aujourd'hui, tu sors un film, t'en fais la promo à Disneyland. Ouais. Nous, alors je pense qu'on est tous à peu près de la même génération, peut-être avec quelques années de différence. On se souvient tous quand on achetait le VHS du Roi Lion, il y avait une pub pour la sortie de Space Mountain au début. Tout à fait. Donc, bref. La Disney Map, c'est ça. Donc en fait, quand on dit fais ta Disney Map, c'est que beaucoup d'entrepreneurs, ils n'ont pas une vision d'une seule boîte, une seule marque. Ils se disent, je suis en train de me faire telle communauté, telle audience avec telle expertise. Du coup, je pourrais faire ça. Et ce projet-là pourra aider ce projet-là en faisant ça, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et quand tu fais ta Disney Map, tu fais un peu ta vision. Ça va être complètement ça. Exactement ça. Et nous, on va dire le driver, c'est plus
on crée la vie avec une vie qui nous ressemble, une vie qui vraiment celle qu'on se rêve sans aucune contrainte. Et comment est-ce qu'on lui donne vie avec aussi les assets, les atouts qu'on a, nos skills. Quand tu dis à l'origine, c'est juste qu'on est ensemble depuis quelques mois. Tu étais basé plus à Bordeaux, moi plus à Paris. On s'est dit c'est quand même pas hyper pratique. Bon, on a qu'à acheter une maison ailleurs. Et puis voilà. Ça a un petit peu commencé comme ça. Et en fait, c'est aussi une façon pour nous, comme tu dis, d'avoir notre endroit physique qui réunit nos projets. Tu vois, moi, dans mon bootcamp sur l'intelligence artificielle, à un moment, j'ai un module créativité où je montre comment je crée un business de A à Z. Enfin, tu vois, comment je teste une idée, comment je lui donne un nom, un concept, la charte graphique, le lieu, enfin, tout le business. Et donc, en temps réel, je le crée et je l'appelle Nid Sauvage. En disant, parce que je trouvais qu'il y avait une bonne accroche pour les participants du bootcamp qui me disent c'est génial d'apprendre sur l'IA, mais moi j'ai tellement de projets, tellement de trucs, j'ai pas le temps, j'aimerais juste pouvoir faire du travail profond, tu vois, faire du deep work, et en fait, il y a les enfants, il y a le boulot, il y a machin, il y a tel truc, il y a les employés. Et je me suis dit, tiens, si je crée tu vois, un peu en temps réel un endroit en pleine nature dédié au travail profond, je vais avoir leur attention. Et donc, tu vois, je fais ce truc, je crée la marque, je crée un peu le design du lieu, donc une petite tiny house en pleine nature dédiée au travail profond. Donc clairement, ils étaient tous là. Donc maintenant, on a une liste d'attente de ouf, parce qu'en fait, tous les gens qui sont passés par le bootcamp sont en mode, c'est quand Nid Sauvage, du coup? Non, mais à la base, c'était juste pour l'illustration, pour montrer Midjourney, tu vois. Mais en fait, aujourd'hui, on se dit, on va mettre une tiny house au fond du jardin, et on a plein de gens qui ont envie de venir. Et en fait, ça pourra créer des synergies pour créer un bootcamp physique, parce qu'on dit, c'est quand le meet-up au loft du bootcamp? Venez au loft, mais en fait, venez aussi à Quartier Libre, parce qu'on va le faire en résidence. Enfin, ça crée des choses incroyables. Moi, dans mon bootcamp, c'est un peu un des petits trucs dont je suis pas fière, mais je suis trop contente. Tilassine, qui est un musicien que j'adore. Qui ça? Tilassine, qui fait de l'électro. Moi, je suis extrêmement fan de lui depuis 10 ans. Tu mixes toi un peu, d'ailleurs. J'avais cru entendre dans le podcast de maintenant. Un peu. Ouais. Moi, en ce moment, parce que voilà. Parce qu'elle bosse beaucoup trop. Non, mais j'aime beaucoup ça. Et donc, très fan de Tilassine. En plus, j'en parle à Émilie en mode, regarde ce mec, moi j'adore ce qu'il fait. Écoute, machin. Et 2 jours après, je reçois un DM sur Insta de lui qui me dit, j'ai écouté ton podcast, et ma femme aussi, elle est réal. Machin. Et en fait, ils sont inscrits au bootcamp. Et du coup, on a commencé à devenir un peu potes et tout. Moi, je trouve génial ce qu'il fait. Sa caravane dans laquelle il a fait ses premiers enregistrements, son studio, tu vois, de musique qu'il a mis dans un Airstream, enfin une magnifique caravane, va peut-être venir sur notre terrain, tu vois. Et donc, on va pouvoir faire des résidences d'artistes, des résidences musicales. Donc, il y a vraiment ce côté, voir la vie comme un terrain de jeu et le faire à 2, mais c'est magnifique, c'est riche, franchement, quand on rigole, on dit on s'est engueulé, mais en fait, on est une énorme complicité. Et en fait, quand les quelques engueulades, on est là genre attends, mais quand tu ressens ça, pourquoi machin. Enfin, on parle de tout. Et genre le travail, c'est une infime partie. Enfin, en fait, on réfléchit même pas en termes travail ou pas. Mais on a vraiment ce côté, ok, terrain de jeu, et notre couple est aussi notre terrain de jeu aussi, pour apprendre sur nous, apprendre à réagir face à l'adversité, quand on se sent attaqué dans notre fierté, dans notre ego. Et on n'a pas peur d'y aller, quoi. Ouais, vraiment. Il n'y a rien qui est tabou, et on parle de tellement de choses. Moi, ce que j'aime bien aussi dans ce que vous dites depuis tout à l'heure, c'est qu'il y a déjà une petite morale qu'on peut ressortir là-dessus, c'est que si vous voulez qu'il vous arrive des trucs, faites des trucs. Ouais. Dans le sens où tu as dit, je suis allé dans un podcast, le mec dont je suis fan, il m'a entendu, du coup il m'a DM, et du coup ça nous donne telle opportunité. Ou du coup je suis sorti de Paris pour aller, j'ai oublié le nom là, où vous êtes rencontrés, au Moulin. Du coup là t'as rencontré des gens, t'as rencontré l'amour, il se passe ci, il se passe ça. En fait, l'idée c'est sûr que quand tu sors de chez toi, il peut rien se passer. Ouais. Tu vois, en plus, c'est la discussion qu'on avait tout à l'heure où vous me disiez, t'as déjà 100 épisodes, mais du coup, c'est vrai que ça sert à quoi? Je dis, en fait, des fois, on sait pas, mais au moins, c'est 100 personnes avec qui maintenant j'ai noué un lien spécial parce qu'on a parlé pendant 1 heure. Donc, en vrai, après, c'est des maths, c'est des statistiques. Forcément, il se passera plus de trucs en ayant rencontré ces 100 personnes qu'en n'ayant pas rencontré ces 100 personnes. Quoi, tu vois. C'est clair. Et ça fait moi, ce que j'aime le plus, c'est que je trouve qu'être ensemble et avoir cette même attitude de CEO ou en tout cas d'entrepreneur, c'est juste que
tout fait des étincelles. Donc, tu vois, elle parlait de son bootcamp, qui est un bootcamp absolument incroyable. Et en fait, là, elle est très humble, hein, elle est très humble, mais le bootcamp, il a explosé en l'espace de 3-4 mois, alors qu'il y a 5 mois, on était encore en train de réfléchir au format, etc. On était à Osgore en train de dire, tiens, ça serait cool ce bootcamp, on fait sous quel format, comment tu vas le faire, enfin, comment tu vas l'organiser, etc. Et donc, on est à Osgore sur la plage. Elle me dit, ouais, j'aimerais bien lancer un bootcamp. Je dis, ok, vas-y, comment est-ce que tu vas pouvoir faire ça? On réfléchit ensemble, ça donne un bootcamp. C'était quand? C'était il y a 1 an, 1 an et demi? Franchement, c'était il y a 4 mois. Hein. Ouais. Ah, mais moi, j'avais l'impression que tu l'avais déjà lancé cet été, le bootcamp, non? Elle a lancé cet été. Neuf, okay. Et donc, elle commence à tourner ses vidéos. Et quand elle tourne ses vidéos, elle crée cette idée de Nid Sauvage. Elle vient voir, baby, regarde, Nid Sauvage, est-ce que c'est pas trop... le baby, là. Ah ouais, bon, je vois. On ne coupera absolument pas. Je nous affiche. Regarde mon petit truc Nid Sauvage, c'est trop bien. Bah ouais, c'est trop bien. Attends, mais pour Quartier Libre, ça peut être génial. Est-ce qu'on peut prendre ça et mettre un peu le concept sur le terrain qu'on est en train d'acheter? En fait, toute idée peut être faite si on décide qu'on a envie de la faire. Et quand on a visité la maison, c'était le lendemain. On était à Bordeaux pour une semaine de jeûne et randonnée avec une dizaine d'entrepreneurs. Donc, tu jeûnes, tu marches, et puis tu as un petit peu de boulot. Donc, t'es un peu... Mais c'était incroyable. Et on était à la Maison des Créateurs par Kylian. Je le connais, lui. Yes. Ouais, il paraît que c'est ouf, son lieu. C'est quoi, c'est dans le Lot, non? C'est à 1 heure de Bordeaux? C'est vers Angoulême. Alors, pas du tout dans le Lot. Si. Non, alors le Lot, je sais pas où c'est, mais c'est... en Charente, du coup. C'est vers Angoulême. Ouais. Alors, géographie française, moi je suis de Savoie, hein, les faut mecs pas me du demander 16 de ce et du côté-là. 17, là, ils vont m'en vouloir, Charente-Maritime, je ne sais pas. Je sais que vous aimez pas trop entre vous, mais bon, bref, c'est par là encore, en tout cas. Et du coup, tu vois, semaine incroyable où on tombe sur l'annonce, on se dit, OK, on va visiter, on a envie de faire une offre, et on est parti vers Angoulême. On a traversé la France sans n'ayant rien mangé pendant une semaine pour aller visiter notre maison avec 10 entrepreneurs sur WhatsApp qui étaient en mode alors les filles, est-ce que vous allez faire une offre? En fait, ça crée tellement de choses et on a été hyper inspirés par la Maison des Créateurs parce que c'est aussi quelque chose de similaire qu'on veut faire. Donc, on a des discussions avec Kylian. Parce que Kylian, il fait ça avec sa nana aussi. Ouais, aussi, tu vois, et ils ont un enfant. Et donc, c'était un peu un signe pour nous. Ouais, en fait, tout ce... Et c'est... Dans la vie, tout est lié de toute façon. Hein. Tout est lié. Tu peux pas arriver à B sans faire A, tu peux pas arriver à C sans faire B, etc. Et tout ça, aussi parce que moi, j'étais donc à Bordeaux en train de bosser sur Detective Box. J'étais fatiguée après une grosse première année pour la boîte. Je me suis dit, il faut vraiment que je rencontre des gens un petit peu à l'extérieur. Faut que je sorte un petit peu de Bordeaux parce que là, je tourne un petit peu en rond à Bordeaux. Les mecs du Poney Club, ça bon, ils commencent à me casser les couilles. Non. Il faut savoir qu'Émilie était là, 9e membre, j'ai vérifié, du Poney Club où il y a maintenant 375 personnes. Et bah oui. T'étais la 9e, t'étais là au 2e repas, t'étais à ma gauche, je me rappelle. Ouais, je me souviens chez les très Ploucs. On n'avait pas très bien bouffé, mais au moins... C'était un resto chez les Ploucs, on n'était pas vraiment chez les Ploucs. Oui, c'est un autre resto. Et tu m'avais très gentiment invité à ce Poney Club après t'avoir un petit peu harcelé pour que tu m'inclues dedans parce que je voulais absolument en faire partie et rencontrer des entrepreneurs. Tu m'avais pas tant harcelé que ça. Ouais, c'est parce que t'as pas vu toute la démarche de harcèlement pour t'atteindre. Tu sais, il y avait cette histoire de Spikeball et tout. Je t'ai dit. Oui, exact. Mais en plus, tu sais que c'était les mecs de Jumbie, donc Vincent et Nathan, qui m'avaient parlé de toi, en disant ouais, c'est Nana, elle a monté un jeu de société. Je sais pas trop, un truc de détective et tout. Je sais bon, vas-y, hein, si vous la trouvez cool, ouais, elle est cool, vas-y, dis-lui de venir. Voilà, et moi, je crois que c'est Victor qui m'avait envoyé un message sur LinkedIn pour me dire on monte un club d'entrepreneurs à Bordeaux. Moi, à l'époque, je connaissais personne. J'avais aucun pote entrepreneur. Quand il m'a dit ça, c'était le Graal. J'étais là, genre, je veux en être absolument parce que j'avais besoin de m'entourer. J'étais toute seule dans ma chambre depuis 1 an et demi à écrire ma première enquête Detective Box. Et donc il m'a dit ça et puis après j'ai pas eu de news et j'étais là vas-y mec c'est quoi votre truc et après je sais plus s'il m'avait pas répondu et j'ai vu ensuite parler du Poney Club c'était avec Laure je sais plus dans quel contexte je me dis ok c'est bon c'est ça comment je trouve une porte d'entrée pour parler à Hugo. Attends, mais moi, je joue au Spikeball. Je sais qu'il vient d'investir dans une boîte qui fait des roundnets. Donc, là, on a perdu les gens, là. Roundnet, Spikeball. Ouais, pardon. Bref, un jeu avec une balle sur la plage, c'est rigolo. On aime voilà, bien. c'est ça. Tout ça pour dire qu'à l'époque, j'avais vraiment besoin de m'entourer à Bordeaux. Et toi, tu m'avais trop aidé avec ça. Donc, je t'en dois une grosse. Franchement, c'était trop bien. Ça m'a sorti de mon trou à l'époque.
Et après, au bout d'un moment, j'étais là, bon, ma vie est pas vraiment à Bordeaux, elle était un peu à Bordeaux, un peu à Paris, un peu de partout. Et donc, un jour, on me promenait, je me dis, bon, là, il faut que j'aille un peu au vert, il faut que je sorte de la ville, il faut que je sorte du taf. Tous les jours, je fais des trucs hyper opérationnels. Il y avait que moi dans la boîte à l'époque où j'avais peut-être mes 2 premiers employés. Et donc, j'ai commencé à faire des recherches sur Google en disant... T'es voir comment tu fais pour chercher sur Ouais, Google? je fais comme ça. T'es comme ça? Ah, ok. Je suis très Pas très mal. forte à chercher sur Google. Et je cherchais co-living, campagne, amis, tiers-lieux. Enfin bref, j'ai fait plein de recherches Google et puis je tombe sur un truc qui s'appelle le Moulin Inattendu par Bonne Vie. Je me dis bon, ça a l'air legit, ça a l'air assez cool. Et je contacte le mec qui tient ça, donc il s'appelle Adrien, qui est aujourd'hui un très bon pote Adrien comment de pour toutes que les les deux. gens- Adrien Cabot. C'est ABO. Et, Qu'on embrasse du coup. Bah oui, Qu'on embrasse tout à Je fait. le connais pas, mais on l'embrasse quand même. Et donc, je passe un peu un mini-entretien pour aller dans ce moulin. Et il me dit, mais attends, j'aimerais bien te présenter ma pote parce que vous ressemblez beaucoup. Bon, intellectuellement, il voulait dire, mais apparemment, physiquement, on se ressemble un petit peu aussi. Mais je pense que vous entendriez hyper bien. Et quand il me dit le nom de sa pote, bah, c'est Marjolaine Grondin. Je suis là, alors moi, je sais très bien qui c'est Marjolaine Grondin. J'ai postulé chez elle il y a 10 ans. Et voilà, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Parce que je suis aussi sortie de chez moi, j'ai essayé de chercher, enfin, tu vois, j'ai réfléchi, ok, Ami, co-living. voilà, ami co-living. Non, mais j'essaie vraiment Faut de utiliser tous les doigts, hein, c'est hyper pénible. non, Amy. moi, c'est comme ça. Ouais. C'est tout. Non, mais essayer de réfléchir en fait à la vie que je voulais. Et là, je sentais qu'il me manquait un truc. Il me manquait un gros bloc. Le bloc un petit peu s'entourer de gens qui ont aussi des appétences pour l'écologie, pour des nouveaux modes de vie, des modes de vie de co-living, un peu de communauté, réfléchir à plein de choses comme ça. Et c'est en me rapprochant de ces appétences que j'avais déjà en moi qu'en fait, je me suis rapprochée de Marjo, que je me suis rapprochée de plein Moi, de j'ai eu gens. un message juste après son entretien avec Adri. Bref, j'ai rencontré la femme de ta vie. Faut trop que tu la rencontres. J'ai rencontré une meuf de ouf, une énergie de ouf. Ah ouais, donc là, c'est dommage, ça enlève un peu la spontanéité du truc. Bah, ça s'est fait. Il y avait un peu de prémédité quand même. Oui, effectivement. Moi, je suis venue au moulin en me disant... Moi, je savais pas qu'il y avait Non. du prémédité, hein, donc finalement, ça s'est Et toi, fait. t'es resté authentique dans le truc quand même. Et c'est vrai qu'il a pas... Parce que tu peux pas le dire aux deux côtés, sinon c'est hyper awkward. Ouais. Mais Adrien, cette petite fouille, nous a mis des chambres face à face au dernier étage. Vraiment, on était genre toutes les deux. Malinx. Et on se retrouvait, Ouais. tu vois, le soir à se brosser les dents en mode... Et toi, du coup, tu viens d'où ok, et puis, bah, bonne nuit. Hein, bonne nuit. Voilà. Voilà. Ça a été ça. Et j'étais censée rester 1 jour et demi. Je suis restée 4 jours. Et puis après, je suis partie. Et, voilà. Ouais. Et la suite, bah... Bah, la suite, On est c'est quartier libre dans la Drôme. Et du coup, voilà, ici. revenons du coup à Quartier Libre. En fait, revenons à cette un peu cette Disneyma, parce que c'est ça en fait, moi, je pense qui m'intéresse le plus en fait, dans ce projet et dans cette vision que vous êtes en train de créer à deux. Donc en fait, on voit bien que Quartier Libre, donc qui est le nom de cette maison dans la Drôme. Alors déjà, je vais faire une parenthèse là-dessus, parce que pareil, tous les projets un peu comme ça immobiliers, je trouve ça hyper intéressant, hyper excitant, hyper exaltant. Et c'était le dernier mot en que j'avais. Plus 3 aussi. Hein, C'est quoi on est en mode, c'est une ruine, faut se Non. merde, j'ai pas le mot, faut Faut se projeter. se projeter. Non, C'est quoi grosso Non, modo? il n'y a pas besoin de beaucoup d'imagination parce que c'est déjà C'est très déjà stylé. ouf. Ouais, C'est déjà ouf, avec piscine naturelle, 3 hectares, des baies vitrées partout. Vous avez déjà l'une et l'autre communiqué un peu dessus? Il y a des photos? Non, ou, non, là, moi, t'as l'exclu. Vraiment. je serais très chaud de voir Bah, on à quoi ça montrera ressemble. après, c'est vraiment... Ouais. Et, genre, c'est quoi, c'est grand? Comment ça peut accueillir combien de personnes? En gros, tu as 250 mètres carrés de maison, qui est déjà prête et Ce qui est quand nickel. même assez grand quand même. Et après, 250 mètres carrés de dépendance, tu vois, avec une salle qui peut faire salle de danse, yoga, accueil, tout ça. Et à l'étage, la même surface, mais là, complètement à faire. Et une petite chapelle. Ils ont appelé ça la chapelle, ils ont mis un petit vitrail familial. Sympa, quand même. Voilà. Ouais. Et qui est aussi un peu à réinventer, et tout communique. C'est ça qui est chouette, c'est qu'en fait, même la dépendance communique à l'étage avec la maison. Donc ça peut faire... En fait, c'est un peu cette passerelle très hybride pour nous. C'est pas genre, on a notre maison et au fond du jardin, tu as une grange. C'est vraiment, tout est un peu ensemble et
ça nous correspond bien. À terme, Et- tu peux avoir 1000 mètres carrés en fait, quoi. Ouais. Et puis l'idée, c'est qu'avec 3 hectares, on a envie de mettre des petites tiny houses, des yurts, des machins, enfin de s'amuser en habitat léger. On a déjà regardé un peu. Moi, j'essaye de comprendre comment avoir le statut agricole pour faire camping à la ferme. Et du coup, tu peux mettre des tiny houses et plein de petits habitats légers. De manière légale, sympa, tu vois. J'ai eu peur au début, non, c'est pas que j'ai eu peur. Au début, je me suis dit, pour peut-être te planter de la weed et tout. Ah faire non, des non, choses, non, mais c'est juste on qu'en a des fait, arbres truffiers, on a figure-toi. on a des chênes truffiers. Et en fait, moi, je me dis, si on a ce statut agricole, on a un genre de laissez-passer assez simple pour faire un peu ce qu'on veut sur le terrain. Ce qui est plus compliqué si t'es juste Ok, on intéressant. habite là et machin. Et donc Ouais. j'essaie de discuter avec ChatGPT pour comprendre genre comment craquer le code et avoir ce statut. Et Émilie elle est là au-dessus de mon épaule en mode mais qu'est-ce que tu fais genre je crois qu'il faut qu'on achète des moutons. Là ça passe. Si on a 3 moutons, ça passe. Tous les Après, jours, si tu trouves pas sur ChatGPT, tu demandes à Émilie, elle va rechercher sur Google. Ouais, hein. n'hésite pas, Accès Google parce que là je peux plus. Là, j'ai pas trouvé le truc. tu sens les deux niveaux de technologie un peu différents là. Tu parles. Non, je rigole. Et Mais donc, du coup, vous voyez le lieu. Là, c'est quoi? C'est comme quand tu vas visiter un appart, une baraque ou Ouais. quoi avec ta meuf, ton mec. C'est là, il y a le regard qui dit ouais, Ouais. on le veut là. ah ouais, C'est coup de là. cœur c'est énorme. Et C'était évident. Et donc après, c'est quoi les étapes? C'est quoi? Il faut faire passer le budget du coup avec une banque. Mais après, en fait, pour que ça marche, il faut quand même qu'il y ait un business plan derrière qui fonctionne. Donc là, comment en fait, du coup, vous aviez sûrement un début de vision avant. Là, forcément, avec quelque chose qui se matérialise, la vision, elle prend des couleurs, elle prend des contours. C'était quoi la première pièce un peu de cette fameuse Disney Map? j'ai envie de dire que on a la grande chance de ne pas avoir à en faire un business. C'est vraiment un projet de vie et pas vraiment un projet économique. Nous, on veut cette maison, on veut créer cet espace pour pouvoir accueillir des gens, accueillir des projets, accompagner des projets si on veut, organiser des retraites. Enfin, voilà, c'est aussi un appel à projet finalement. Hein, s'il y a des gens qui veulent participer, en fait. Faire pousser de la weed. Les moutons, tout. Voilà, les moutons, ce que vous voulez. Non, en fait, on va pouvoir faire plein de choses et la beauté de ça, c'est que c'est à la fois entrepreneurial parce que forcément, va falloir faire venir des gens dans la Drôme, même si c'est très facile. C'est 2 heures de TGV, Valence TGV, ne vous inquiétez pas. Juste Mais- petit point géographique. Où est-ce que c'est la Drôme déjà? C'est Sur l'axe Paris-Marseille. Donc Ouais. c'est quoi? C'est au niveau de Lyon peut-être? C'est entre Ouais, juste Lyon et entre Valence. Lyon, ouais, Ok. Valence, Entre Lyon et Valence. On est pied plutôt du de ce Vercors. côté-là. Ouais. La grande ville à côté pour la gare, c'est Valence. C'est 20 minutes de Valence. Ok. si tu veux. Ouais. Non, mais c'est bon. Voilà. Et donc, il n'y a pas vraiment de business model pour ce lieu. Et je pense que c'est ça qui nous excite aussi particulièrement. C'est que on a toutes les deux, à nous deux, on a 4-5 business. Donc, on a déjà de quoi faire. Là, l'idée, c'est de mélanger un peu notre vie business. Moi, avec mon équipe, avec l'extension du loft, potentiellement faire des bootcamps en physique si l'envie Oui, parce que nous c'est en ça, en dit. fait, c'est dans la vision que tu donnais tout à l'heure. C'est que toi, le bootcamp, pour l'instant, il est 100% en ligne. Ouais. Mais demain, en fait, tu pourrais presque en faire, je sais pas comment on appelle ça, quand c'est en physique, c'est quoi? C'est des masterminds ou des. Ouais, c'est ça, ça peut être des masterminds ou une semaine d'accélération, tu vois, en Ouais. résidence. J'ai déjà des élèves qui m'ont demandé de les coacher après et qui sont venus au loft. Tu vois, enfin, il y a plein de choses en fait qui se créent. Et moi, je tiens à dire, enfin, tu vois, vraiment cette liberté de me dire, en fait, si à un moment j'ai envie de, pendant une semaine de partir en jeûne et randonnée et on verra si je bosse ou pas, je peux le faire. Si j'ai envie de tester une nouvelle offre avec une élève, tu vois, on va le faire au loft, mais on pourrait le faire un week-end à la campagne. Enfin, moi, c'est ça qui m'excite dans l'entrepreneuriat, en fait. C'est pas tant le scale, c'est pas forcément aller en profondeur et tu vois, en élargissant dans un domaine, c'est plutôt l'horizontalité, tu vois, qui m'intéresse. Et c'est cette liberté de pouvoir avoir des moments où pendant 3 semaines, je suis dans un tunnel et je suis à fond sur un truc, et après, je reprends de la hauteur et finalement, je fais que bouquiner, discuter avec des gens. Enfin, j'aime vraiment cette liberté que j'ai jamais été salariée, mais que j'imagine je n'aurais pas ou plus difficilement. Et ça, c'est quelque chose que je cultive et qui est un art de vivre pour moi. Tu vois, vraiment un art de vivre, cette liberté. Et ça demande beaucoup de choses. Et c'est les sacrifices aussi, parce qu'il y a des choses auxquelles je suis obligée de dire non, parce que ça va m'enfermer. Alors que d'autres se diraient, mais génial, je vais pouvoir creuser. Et en fait, il n'y a pas de vérité générale, juste que moi, c'est ça qui me plaît. Et sur une autre personnalité, ça pourrait être, je veux aller 10 ans sur un sujet, le faire à fond, faire mes 1000 heures ou 100 000 heures pour être experte sur le sujet. Moi, c'est beaucoup plus mouvant.
il y a un coût d'opportunité, mais je suis prête à le payer parce que c'est une liberté incroyable, quoi. Et est-ce que tu dirais que cette liberté, maturité intellectuelle, enfin la façon dont tu penses maintenant, en fait, c'est aussi parce que tu as eu une histoire unique et éprouvante de 10 ans, parce que Jam, je pense que ça a été, comme toute histoire de 10 ans, ça a dû être forcément des hauts et des bas, mais c'est comme aussi monté quand même très haut. Tu as revendu, si je ne dis pas de bêtises. Donc, est-ce que tu dirais que cette liberté que tu peux avoir maintenant, c'est quand même parce que tu as eu cette histoire? Alors, Ou est-ce que tu aurais pu, avec du recul, avoir cet état d'esprit, en fait, dès le départ? C'est une très bonne question, Hugo. C'est une très bonne question. Il y a du métier, 100e épisode. Ça sent les 100 podcasts, là. Je pense que j'ai cette liberté à ce niveau parce que j'ai eu Jam, mais qu'en fait, je prenais déjà cette liberté avec Jam, ce qui a fait que, tu vois, finalement, Jam, on a fait plein de choses très différentes. On a pivoté, j'ai lancé un moment, tu vois, 25, une conférence à la Gaieté Lyrique, c'était les moins de 25 ans, on parle des 25 prochaines années. Sympa. On a eu Bilal Hassani, Hugo Décrypte, Camille Etienne, Anaïd Rosam, enfin, tu vois, plein de jeunes de moins de 25 ans qui sont venus nous raconter un peu leur vision. Mais tu vois, moi, j'ai monté ce projet parce que ça me faisait kiffer. Quel rapport avec un chatbot qui parle aux jeunes dans Messenger, mais en fait, je m'autorisais déjà ça, je m'autorisais déjà à prendre la parole pour raconter comment créer une entreprise qui nous ressemble. En fait, j'avais ça un peu, c'est dans mon ADN depuis le début. Et en fait, le fait d'avoir Jam, c'était à la fois, ça me permettait d'avoir ce terrain de jeu, mais ça me limitait et ça limitait Jam. Tu vois, c'était pas non plus faire honneur à avoir une start-up que d'avoir cette personnalité de CEO un petit peu tiens, je teste ça. Et donc, à la fois, ça me donnait une carte de visite pour aller tester des choses. Et quand j'ai voulu inventer 25, je suis allée voir des clients avec qui je bossais via Jam. Tu vois, c'est des grandes boîtes qui nous ont sponsorisés, qui ont vraiment aidé à créer l'événement, à le financer. C'était en mode, ça fait 3 ans qu'on bosse ensemble sur donner la parole aux moins de 25 ans avec Jam. Viens avec moi sur la scène de la Gaieté Lyrique. OK. Mais en fait, c'était quand même un défocus. Et je pense que depuis 2 ans, je me sens aujourd'hui, j'ai pas cette culpabilité parce que quand je fais quelque chose, finalement, la seule variable, le seul dénominateur commun, c'est moi. Et j'ai pas d'actionnaire, j'ai pas d'employé, j'ai pas de clients structurants, long terme, récurrents. Et donc, en fait, je peux prendre cette liberté. Donc, tu vois, la réponse, elle est un peu au milieu. C'est que je pense que j'ai empêché une grosse croissance de Jam par cette personnalité que j'ai. Et à un moment, j'ai dû dire, OK, là, faut arrêter, tu vois, parce que je pourrais pas l'amener à une scale-up, mais c'est pas mon souhait. Et c'est peut-être pas et c'est sûrement pas ma compétence non plus. Et pour moi, le jeu de la vie, c'est ça, c'est de se retrouver au milieu de vraiment ta zone de génie, ta compétence, ton appétence, ton product market fit. Tu vois, vraiment faire quelque chose qui sert les gens, où il y a un espèce... Et en fait, tu le sais. Et j'ai des gens que j'accompagne en coaching qui me disent, quand est-ce que je saurai quand ça marche, ce que je fais? En fait, si tu te poses la question, c'est que tu en es très content. C'est exactement ça. C'est qu'à un moment, tu peux douter, mais quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. C'est que tu peux te dire, je crois que là, ça marche. En fait, le jour où ça va marcher, tu seras en mode, oh putain, j'avais pas du tout capté que ça allait aller aussi vite. Attends, mais là, je suis en train de. Vraiment, tu cours en faisant tes lacets, quoi. Et donc, tu peux te poser la question, est-ce que ça marche, machin? Est-ce que. Non, mais et en fait, de se dire, il y a un moment, tu le sauras, quoi. Et je pense que, voilà, juste moi, c'était. Jam, on a fait plein de choses, mais je pense que qui je suis a empêché une hyper-croissance, mais m'a permis plein de choses à moi. Et à un moment, j'ai pris ma responsabilité, j'ai dit, OK, next, maintenant, je vais me concentrer. Et franchement, c'est plus facile de se présenter en disant, oui, Marjo de Jam, que ce soit, peut-être que mon dentiste s'en fout, mais en tout cas, un repas de famille ou un événement, que Marjo, entrepreneur, on ne sait pas trop dans quoi. Mais en fait, c'est pas grave. Il faut un peu de clairvoyance, je pense, sur le fait qu'on ne peut pas tout faire. Et que... Même Marjo, qui a connu beaucoup de succès, elle a fait des choix. Et donc, elle a fait le choix, comme elle disait, de pas avoir dédié encore 10 ans de plus de sa vie à Jam alors qu'elle aurait pu, alors que c'était ce qui lui donnait un peu une audience et que c'est ce pourquoi on l'invitait de partout. Donc c'est un peu vertigineux aussi de se dire là j'arrête, ça se trouve on m'invitera plus. Il se trouve que c'est pas du tout le cas parce qu'en fait les gens l'invitent parce que mais t'es toujours identifié. C'est pour ça que quand tu parles de toutes les conférences, aujourd'hui s'il y a un ou une entrepreneur à inviter pour parler de l'IA, t'es forcément dans la shortlist en fait. It's true.
mais c'est pas une évidence à l'origine. J'ai pris le risque. Ouais. Et moi, à l'inverse, je suis un petit peu aujourd'hui dans le questionnement de ok, moi je suis à fond dans Detective Box, c'est toute ma vie en ce moment. C'est la question que je vais te poser après, donc vas-y, je t'en prie. Non, mais et moi, c'est un choix aussi que je fais tous les jours, c'est de me dire, bah moi, je me consacre pleinement à Detective Box pendant que Marjo, elle fait 1000 projets et quelque part, je l'envie aussi parce que c'est trop cool, elle peut faire ce qu'elle veut tous les jours. Et en même temps, bah, moi, j'ai une équipe. Bosser avec une équipe, c'est trop cool. J'ai un projet sur le long terme que je suis en train de scaler. Donc, ça a ses avantages, ça a ses inconvénients. Ça veut dire que... Moi, je vis complètement par procuration. Bah ouais. Startup, j'adore. Non, mais c'est ça. Et donc, on ne peut pas tout avoir. On parle de pluralisme de projet, mais pluralisme quand tu peux. Moi, toute seule, je ne lancerai pas Quartier Libre parce que je n'ai pas le temps. La raison pour laquelle Quartier Libre existe... C'est avec la moquette. Non, mais c'est clair. C'est clairement Marjo qui drive un petit peu l'énergie pour que ça puisse exister en tant que projet plus gros que juste notre habitat commun. Pas parce que j'ai pas envie, parce qu'on a toutes les deux trop envie de ça. C'est vraiment là, dans un truc dans lequel on se retrouve toutes les deux, qui va être une magnifique aventure à deux. Mais moi, puisque je suis CEO d'une vraie boîte avec une équipe qui est en train de grandir, tu vois, là, on est 15. On a été encore... My God. Ouais, non, mais c'est clair, ça va Quand vite. je t'ai connue, justement, il n'y a pas si longtemps. Hein. Ah bah, t'étais toute seule. J'étais toute seule dans mon coin, en jogging. Dans ta chambre. En jogging dans ma chambre, exactement. Moi, je suis méga impressionnée vraiment de ce que tu fais. Ouais, bah... C'est ça qu'en fait, moi j'adore, c'est qu'en fait on n'a toujours pas parlé limite de vos boîtes ou quoi, et en vrai c'est ça qui est cool en fait. Ouais. C'est un peu le but que moi j'aimerais avoir de plus en plus dans ce podcast, tu vois. Ça commence, des fois ça me fatigue un peu de faire des podcasts un peu Wikipédia, ou alors du coup t'as été où à l'école, machin, même si ça peut être méga intéressant, et des fois c'est un bon fil rouge pour pouvoir après se raccrocher à un sujet qui est intéressant. Ouais. Là, tu veux parler KPIs? Non, mais par contre, c'est vrai que là, juste pour faire un petit point c'est, sur Detective Box, c'est dur à dire quand même. Ça fait quoi là? Ça fait 5 ans? 6 ans? Ah non, le produit, ça fait 2 ans et demi qu'il existe. C'est pas possible, nous on s'est connus il y a combien de temps? Ah bah, quand je t'ai connu, le produit était sorti il y a 2 mois. Hein. Ah ben bon, c'est connu il y a 2 ans et demi. Ouais. T'as raison, j'étais en train de dire que le Poney Club, c'est pas si vieux que ça en fait. Bah non, c'est pas si vieux que ça. Hein. Donc le produit existe il y a 2 ans et demi. Moi, j'ai commencé à bosser dessus il y a 4 ans et demi, le temps d'écrire l'enquête, de faire un prêt avec la banque, etc. Et donc, depuis 2 ans et demi, tu vois, il y a 2 ans et demi, j'étais encore toute seule. Il y a encore 1 an et demi, j'étais toute seule. Ça va assez vite, mais ça va vite parce que je mets tout mon corps, tout le poids du corps, toute mon énergie dedans. Et c'est trop cool. Et j'adore. C'est éprouvant, mais on peut pas tout faire. Et donc, c'est important juste de parler de ça parce que nous, on est deux toutes les... Enfin, là, on peut dire, on fait plein de trucs, notre vie, elle est hyper riche, et c'est le cas. Mais il y a des arbitrages à faire. Et par exemple, moi, en ce moment, je sais que... je vois un peu moins ma famille, je vois un peu moins mes potes, parce que en ce moment, je sais que je privilégie le taf et mon couple, et parce que les deux s'entremêlent très très bien. Trop bien ce sujet, parce qu'en fait, ça c'est un peu le sujet des piliers. Je sais plus qui dit ça, tu sais, qui dit que dans la vie, tu sais, je sais pas, il peut y avoir 7 ou 8 piliers. Alors tu sais, il y a bien sûr... non, il y en a moins, mais c'est genre famille, amis, taf, santé et... Il y en a pas un autre? Il y en a un 5e, je crois. Ouais, soit peut-être aussi, tu vois. Ouais, bon, je sais plus, les gens peut-être me diront. Mais en fait, et que du coup, dans la vie, en fait, je crois que tu peux en faire que 3 à la fois, bien, à fond, quoi. Et ça que moi, pareil, en ce moment, tu vois, je me suis fait un tunnel là depuis le 20 août. Et là, tu vois, j'ai un peu levé le pied là depuis 2 jours. Donc, tu vois, on est vraiment dans cette période. Ah oui, court terme, quoi. Parce qu'en fait, moi, en fait, mon truc, moi, c'est j'arrive à être à fond, tu sais, genre en apnée. Ça dure 1 mois et demi. Ouais. Après, tous les 1 mois et demi, moi, il faut que je reprenne un peu de respiration. Mais tu vois, je me suis fait la remarque que là, pendant 1 mois et demi, j'ai quasi pas vu ma famille et mes amis. Ouais. Parce que j'étais à fond dans ma famille, genre ma famille proche, ma femme et ma fille. Le sport, quand même, tous les jours ou tous les 2 jours. Et par contre, le taf à fond, tu vois, à se refaire des 6h minuit, à bosser le samedi matin, ça et tout. Mais en vrai, je kiffais, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que je me disais, là, en vrai, c'est vrai qu'en ce moment, je me suis pas trop, je me suis pas amusé, je me suis pas mis de timbales avec des potes. Il y a même eu des Poney Club où je rentrais pas le dernier, quoi, tu vois. Quoi? Ça arrive? Genre où j'ai même quasiment pas bu et tout, quoi. Tu vois,
Vraiment, j'étais en mode full taf ou quoi. Donc vous, pareil, c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est ce que tu disais. Parce que là, Detective Box, de toute façon, là, on approche Noël, donc ça doit être l'énorme période pour toi. Ouais. Parce que là, quand on C'est tourne, intense, on est quoi? On est mi-octobre, là? Je sais même pas Ouais. quand est-ce qu'on est. Ouais, c'est ça, ouais. On est le 22 octobre, my Waouh, God. ça passe Ouais, vite. ça passe vite. Waouh. Donc Noël, c'est dans 2 mois. Ouais. Mais en plus, c'est marrant parce que je pense que l'épisode, il sortira peut-être en début décembre ou un truc comme ça. Bon, bref, Eh ben écoute, se j'espère qu'on rapproche. sera en train de tout exploser au moment où vous écoutez ça. Donc là, je suppose que toi, tu dois être en train de taffer de ouf parce que Je Noël, pense ça bien, doit représenter quoi? Ça passe très bien. Plus de la moitié, les 2/3 de ton Ouais, chiffre, non? entre 60 et 70% du chiffre d'affaires, même, Ah oui. même plus. Cette année, on ouvre le UK, donc c'est assez intense. Ouais, faut pas se bouffer, quoi. Mais j'aime bien ce que tu disais, c'est que moi, je fais quelques podcasts en ce moment. D'ailleurs, j'ai commencé à accepter les podcasts seulement là, depuis septembre, parce que j'ai enfin une DG qui est arrivée, donc qui s'occupe aussi du day-to-day dans la boîte et de l'opérationnel. Ce qui veut dire que moi, je prends Solide. un petit peu de hauteur. Ouais, c'est trop cool, franchement, ça change ma C'est vie. DGCO, quoi, en fait, grosso modo. Ouais, c'est ça, exactement. Et je me rends compte qu'en fait, à chaque fois qu'on m'invite dans un podcast, c'est pour parler de KPI et de e-commerce et de mes ads, etc. Ce qui est hyper intéressant, mais je l'ai fait pendant 2 ans. Et en fait, si tu veux, je suis presque c'est bizarre parce que je commence à parler de ça dans les micros, alors que c'est pile le moment où moi, j'essaie de commencer à penser à autre chose. J'essaie de penser à Detective Box dans 3-4 ans. Comment est-ce qu'on passe de là où on est, c'est-à-dire une super boîte e-commerce, à un projet culturel plus proche du ciné, plus proche de la série, avec plein d'autres enjeux. Genre avec des licences ou des trucs comme ça? Ouais, potentiellement. Putain, ce serait exactement. canon, ça. Bah, il y a plein de trucs qui sont dans les tuyaux. On va en parler. Euh, Non, c'est bah, secret? Non, c'est secret pour Ok, l'instant. tu me diras après. Alors. Ouais, exactement. Et je trouve ça cool là, tu vois, de pouvoir parler, de prendre un peu de hauteur aussi, et de pouvoir parler plutôt de la philosophie de l'entrepreneuriat, plutôt que de parler de choses très très day-to-day sur à combien est mon ROS aujourd'hui. Donc ça dépend, hein, c'est pas l'angle de tout le monde. Et, Il n'y a pas de risque, je sais même pas ce que c'est. J'allais dire, mais moi non plus, mais c'est super, ça a l'air cool. Mais non, mais c'est Sûrement un que retour j'ai sur arrêté ROI, investissement ou un truc Comme comme ça. ça. Arrêté ouais. ROI, c'est un retour sur quoi, c'est quoi? Non, en vrai, c'est quoi? Return on ad spend. C'est ROS? ROAS. ROS, Ouais. ROS. Ouais. Des ROS, quoi. C'est ça, c'est que moi j'ai fait beaucoup de growth parce que j'avais que mes petites mains pour faire grandir la boîte, donc j'ai fait beaucoup de marketing digital. Ça a été aussi ma passion pendant 2 ans parce que je trouvais ça trop fun et trop intéressant. Et c'est ce qui est drôle dans nos conversations, c'est qu'avec Marjo, on a 2 approches différentes. Où moi, je suis vachement dans le ROI de comment est-ce que je fais comment est-ce que je fais passer mon CA de 2 millions à 5 millions cette année, et puis à 10 millions l'année prochaine. Et donc je pense beaucoup à la croissance de ma boîte, au scale de ma boîte, et ça se ressent parce que c'est ce qu'on m'invite à raconter. C'est ce pourquoi les gens m'invitent, donc j'ai l'impression que c'est ce qu'on attend de moi, et j'ai un peu plus de mal à parler de choses un peu plus philosophiques sur en fait quelle est la place de l'amusement dans la vie, dans le quotidien, dans le temps qu'on se consacre pour le couple, etc. Tandis que Marjo, elle, c'est sa vie de parler de ces choses-là, et je pense qu'on l'invite beaucoup moins pour parler de ROS. J'espère pas qu'on va arrêter, Donc, tu vois, 2 personnalités qui sont similaires et finalement avec des approches qui restent un petit peu différentes. Donc du coup, c'est quoi la suite là pour Detective Box? Du coup, c'est quoi? Où est-ce qu'en fait, jusqu'où tu veux l'amener en fait cette boîte là-dessus? Justement, encore une fois, en restant dans l'état d'esprit dans lequel tu es, qui est en fait, tu veux que les gens ils jouent, ils s'amusent, ils se déconnectent un petit peu. C'est quoi? Tu voudrais faire d'autres jeux? C'est quoi? C'est l'international? C'est quoi en fait? Sur quoi tu es en ce moment? C'est beaucoup de choses. Donc là, moi, je viens de closer ma levée de fonds. On a levé 2 millions là. Donc 2 millions? Ouais. Bien joué. Donc, T'avais pas levé avec du coup les trucs d'M6, non? non, j'avais pas pris l'argent finalement. T'avais réussi, mais t'avais refusé. Ouais, c'est ça. Badass quand même. Ouais. Oui, parce que toi, donc, t'étais passé dans Qui va être mon associé. Je me rappelle, on avait fait une soirée même pour regarder. Et en plus, je pense que t'avais été le truc chouchou de la prod parce que t'avais été la première à passer. Ouais, Et en plus, franchement, il t'avait fait un bon montage. Hein. Mais mon passage était très bon, Il Hugo. t'avait pas montré quand t'avais bégayé tout ça et tout. Hein. Mais en vrai, C'est vrai, franchement, c'est Canon, tu nous avais impressionné. Hein. On était fiers de toi. Hein. Ouais, non, c'était cool. On avait fait la soirée poney pour la diffusion, c'était trop sympa.
Mais c'est quoi la question Putain, il faut que j'arrête de derrière, m'auto-couper la est-ce parole. Tu hein. veux faire international. Ah faire oui, des c'est ça. jeux. Non, mais c'est quoi, voilà, c'est quoi la Euh, suite? Est-ce que parce que ça, en fait, tu disais que là aujourd'hui, t'es à un niveau. Franchement, moi, j'avoue que j'aurais pas pensé que tu monterais aussi vite, aussi haut, avec un monoproduit qui est quand même assez niche, Mhm. alors, que je pensais niche en tout cas. Ouais. Parce que cette année, tu vas faire quoi? Moi, j'ai entendu que tu allais faire 4-5 millions, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Donc c'est quand 5 même assez millions, ouais. lourd, dans le sens où il y a 2 ans et demi, t'avais même pas encore sorti le jeu, limite. Ouais, Quoi. ouais, c'est ça. Donc c'est ouf. Donc déjà, moi, ça me paraît, le chiffre me paraît ouf, mais comment, avec un monoproduit, on monte plus haut? Parce qu'en fait, à un moment donné, il y a pas assez de gens pour l'acheter, en fait, non? Alors, depuis, on n'est plus monoproduit quand même. On a sorti une autre enquête, enquête longue. Donc, ça reste des produits assez niches. C'est des enquêtes qui durent entre 10 et 12 heures. C'est pas tout le monde, mais c'est des jeux où tu n'as pas de règles. Donc, ça reste pour le grand public. Et là, on sort des enquêtes qu'on appelle les short stories, qui font plutôt entre 2 et 3 heures. Et donc, qui te prennent une soirée au lieu de te prendre 5 soirées de suite. L'ambition, c'est justement de sortir du public qui est purement fan de jeux, de société, qui ont vraiment l'habitude de ça, fan d'escape game, et d'aller chercher tous les gens qui ont un peu des gamers en eux, qui aiment bien ça, qui aiment bien se lancer des défis, qui aiment bien réfléchir ensemble, qui ont envie de passer du temps long un peu différemment, autre que Netflix. Tous les gens qui jouent au loup-garou, quoi. Oui, les gens qui jouent au loup-garou, ou même pas, même le loup-garou, c'est finalement... ça reste un jeu de société avec des règles où tu dois apprendre à jouer, savoir quel rôle fait quoi, etc. Là, c'est vraiment tu ouvres ta boîte et tu te lances dans ton enquête. Tu as plein de vidéos, tu vas te balader sur Internet et c'est un truc qui se fait sur le temps long et ensemble. Moi, mon ambition, c'est de montrer que ça peut être pour tout le monde. Je sais pas, moi, je pense à moi, je jouais à la Xbox quand j'étais petite. Ah, t'étais Team Xbox, toi? Ouais, j'étais Team Xbox. Je sais Ouais. pas si tu peux rester du coup. Hein. La Xbox, c'était le feu. Bon, depuis, je sais pas si le combat marche encore, mais je pourrais même pas te le dire parce que je suis complètement sortie de ça. Parce que quand tu deviens adulte, en fait, tu fais moins de place pour ce genre de choses. Tu dis que t'as pas le temps. Il y a un côté aussi un peu condescendant ou en tout cas, tu te dis ceux qui ont le temps de faire ça, c'est vraiment ils ont pas de choses, ils ont pas les mêmes choses que moi à gérer. Ah, mais t'as En tout 100% raison. Tu sais que même moi, souvent, je me dis, putain, mais j'aimerais trop m'acheter la nouvelle PlayStation. Mais il me dit, pour ça, en fait, si je l'achète, il faut que j'y passe plusieurs heures par semaine. Non, mais oui. Donc en fait, tu sais, je me dis, putain, vivement quand même que je revende une boîte pour Bah, c'est clair. me prendre un an un peu off, et puis là, je vais faire que geeker ou quoi. T'as raison, en fait, même moi, du coup, intérieurement, j'assimile ça à, en fait, du temps de branleur, en fait. Quoi, Exactement. Et franchement, ça a super mauvaise presse, surtout pour les gens qui sont entrepreneurs comme nous. Nous, l'autre jour, on s'est dit qu'on allait s'acheter une PS5, mais limite, c'est un acte militant. Parce qu'on se dit, enfin, ni l'une ni l'autre ne jouons à la PlayStation du tout. Genre, on connaît aucun jeu. Mais on se dit, franchement, ça serait trop fun de faire un truc à deux, de se prendre un peu de temps et en fait de mettre moins de pression sur l'utilisation de notre temps. Et parce que il y a une dichotomie un petit peu surprenante, c'est qu'à la fois on perd énormément de temps à scroller sur nos téléphones, à regarder des séries de merde sur Netflix, et en même temps on se dit notre temps est hyper précieux, j'ai pas le temps de faire des jeux, j'ai pas le temps de m'amuser parce que je suis trop busy. En fait non, si t'enlèves tout le temps de merde que tu utilises à regarder, nous on regardait quoi, The Perfect Couple sur Netflix. Ça va, on a arrêté au 3e épisode, Ouais. c'est une perte de temps. Mais on n'arrête pas de faire ça en fait. On commence Peut-être parce que la série était naze plutôt Oui. que c'était une perte de temps. Mais oui, mais Netflix aujourd'hui, c'est quoi? C'est des séries nazes, c'est l'algorithme qui te dit juste comment ils vont happer notre attention. Et donc, si on était un peu plus intentionnel là-dessus en se disant, bah, cette série naze, on va pas la regarder. Par contre, on prend un peu de temps pour jouer à deux et pour passer un vrai moment ensemble de connexion. On va rigoler, on va se plonger dans un truc ensemble et ça nous fait un souvenir aussi. Mais en fait, ça donne beaucoup plus de valeur à notre temps que quand tu regardes la télé, t'es côte à côte et presque tu te parles pas. Si tu joues à un jeu d'enquête et même à un jeu vidéo dans une certaine mesure, en fait, t'es en train de partager un moment. Je dirais aussi notre temps libre, de divertissement, culture. On va au théâtre, on va au ciné, on fait des dîners. Il y a un côté aussi où on a envie de s'élever à chaque fois. On va s'écouter un podcast, un livre audio, on se partage beaucoup de livres. Notre truc préféré, c'est de lire des BD ensemble, tranquillement, comme ça. C'est hyper nerd. Moi, c'est ce que je préfère. Mais c'est justement se dire, attends, est-ce qu'on peut mettre aussi un peu moins de pression et typiquement jouer à un jeu de PS5 ou de je sais quoi. Tu sais que souvent, en plus, la pression, en fait, c'est qu'on se la met nous-mêmes. Ouais. Tu vois, moi, je me suis fait la remarque, tu vois, hier. Bah, je te dis, tu vois, en plus, je te disais, là, depuis 2 jours, je suis en train de lever le pied parce qu'en fait, je sens que mon corps se fatigue et tout. Tu vois, je commence à bosser très tôt pour pouvoir avoir le temps de faire du sport, etc.
Tu vois, hier, par exemple, du coup, je voulais bosser pour rattraper, parce que là, je vais avoir 2 jours où j'enregistre les podcasts. Je commence à bosser à 6h, et franchement, à 10h30, mais énorme coup de barre. Ouais. Et là, du coup, à 10h30, je me dis, bah tiens, j'étais en train de me mater un film hier que j'ai pas fini, je me mets devant le film, et tu vois, j'ai pas réussi à kiffer ce moment parce que j'ai dit, putain, ouais, 10h45, je sais abuser ce que je fais et tout. Ouais. Et donc, en fait, je faisais pause limite toutes les 5 minutes pour voir s'il n'y avait pas un truc sur le feu à faire, alors que je suis le premier à dire aux gens, il faut pas faire ça, c'est pas bien, le temps, enfin voilà, etc. Et en fait, tu vois, on est des fois souvent les cordonniers sont les plus mal chaussés. Ouais. Et en fait, c'est la pression, on se la met nous-mêmes en fait. Et c'est vrai que ça n'a pas de sens. Quand Il y a presque un sentiment de productivité du divertissement, tu vois. Genre, si tu prends 1 heure, ça a intérêt à être 1 heure hyper bien utilisée parce que c'est l'heure que tu as pour te reposer qui n'est pas dans le cadre du travail ou dans le cadre d'autres choses qui te paraissent être importantes, d'être tes grands piliers. Et donc, il faut l'utiliser à fond, quoi. Et moi, je trouve qu'on peut faire ça mieux et on peut prendre des temps un peu plus longs, justement, avec des objets, en tout cas des services, des objets comme Detective Box qui te proposent de prendre 3 heures et qui te proposent de les prendre bien et les partager avec des gens plutôt que de te mater une 50e fois Le Seigneur des Anneaux, qui est un très bon film par ailleurs, mais on embrasse le cinéma. Oui, tout à fait. Évidemment. Bisous à toi, Tolkien, mais en fait, tu peux faire autre chose et tu peux faire un truc dont tu te souviendras. La 4e fois que tu regardes Le Seigneur des Anneaux, tu vas pas t'en souvenir. Par contre, si tu fais une enquête qui t'a amené à appeler des gens, qui t'amène à découvrir qu'en fait, ta mère, elle est super forte dans les énigmes mathématiques et que ton père, il a une culture générale incroyable et que ton petit frère, en fait, il est beaucoup plus fort que toi à trouver des indices cachés dans une boîte, Moi, j'ai ça, fait tu avec vas des t'en potes, souvenir. C'était ouf, je m'en souviens très bien. Enfin, c'était vraiment un moment. Ouais. Donc le but, pour répondre à ta question, c'est de pousser ça auprès du grand public avec cette intention-là, potentiellement en ramenant des acteurs reconnus pour montrer qu'on n'est pas dans le monde nerd geek qui aujourd'hui possède en fait ce droit au divertissement que beaucoup ne s'autorisent pas, et donc en fait donner ce pass, cette autorisation à s'amuser avec d'autres choses et des choses un peu plus casual et un peu plus funky, quoi. Après, tu dirais quoi? J'ai l'impression quand même que ça évolue, tout ça. Tu vois, par exemple, là, même tout ce qui est escape game, même les jeux de société en règle générale. Tu vois, moi, je donnais l'exemple du loup-garou, parce que quand on regarde, parce que là, même il y a plein de youtubeurs qui le font, etc., qui en font des vidéos. J'adore. Là, il y a le truc sur Canal, produit par Fari et merde, il a un nom hyper difficile, Panayotis. Ouais, voilà. Ouais. Franchement, moi, je suis trop fan. J'ai déjà vu les 4 premiers épisodes, j'adore. Et tu vois, même moi qui joue pas trop aux jeux de société, alors que j'adore ça, c'est que j'avoue que j'ai plus trop l'idée. Je joue que à Noël avec la famille, tu vois. J'ai l'impression quand même que ça tend à s'améliorer, comme ça. On est sur une activité qui est de moins en moins nerd, non? Petit à petit, ouais. Petit à petit. Mais ça a la peau dure, ce côté nerdy et geek. Le grand public, je trouve, ne se l'approprie pas encore. Et enfin, moi, j'en reste convaincue quand je parle autour de moi aux gens de ce que je fais. En fait, le concept de jeu d'enquête n'est pas encore vraiment bien connu. C'est pour ça que je suis obligée de m'expliquer en disant c'est un escape game à la maison, même si je déteste dire ça parce que c'est pas du tout ça. Mais il y a encore une grosse marche à franchir. Moi, en tout cas, à mes yeux, c'est le cas. Et puis, il y a aussi, alors moi qui connais un peu le monde du jeu de société, il y a aussi un élitisme dans le monde du jeu de société où tu dis, moi, je joue au jeu de société et après, t'enchaînes en disant, je joue au Monopoly et je joue au Catan. Tu te fais cracher dessus par le monde du jeu de société parce que c'est des faux jeux de société. Donc, il y a aussi... il y a vraiment un gap entre les gens qui jouent pas du tout, les gens qui pensent qu'ils jouent, mais qui jouent en fait aux 3-4 gros jeux très connus, très mainstream, et les gens qui jouent vraiment aux jeux de société. Ok. Et moi, je veux réunir tout le monde. Eh ben écoute, on va essayer de réunir tout le monde là-dessus, mais je pense que c'est l'année où je vais enfin passer le pas, où je vais enfin quand même, parce que j'aimerais, depuis le temps que je te connais, j'aimerais bien quand même tester le jeu. Mais bien sûr, pas passé le pas. Après là, t'es vraiment sûr que je peux pas, que Juliette elle peut pas jouer? Si là, sur les nouvelles qui sortent, y en a une qui est un peu plus facile que les autres. Là, on en sort 3 qui sont de plus en plus difficiles, donc c'est un peu le... Et donc c'est en plusieurs étapes, hein, c'est ça en fait, Ouais. ça s'appelle Detective Box. Ouais. Donc du coup en fait tu t'abonnes
Et en fait, tu reçois ton jeu sur 3 mois différents, c'est Il y ça? a plus d'abonnement. À l'époque où je t'ai rencontré, c'était ça. Mais Tu vois, moi, comme quoi, j'ai vraiment pas bossé ce podcast avant qu'on le fasse. Hein. non, on fait plus du tout ça. Maintenant, on les vend sous forme de pack. Et donc Ok, là, directement. on a un pack de 3 enquêtes séparées qu'on sort à Noël et qui vont de l'enquête la plus facile à la plus difficile. Et la première qui s'appelle Ciao Bella, qui est sur un casse de casino, je suis sûre que tu pourras jouer avec ta fille. Pour le coup, c'est très grand public, c'est assez accessible et il y a plein de trucs fun. Je peux dire. Ouais, j'ai une bêta testeuse juste à côté de Et moi. sachant qu'en plus, tu vois, du coup, en plus, Juliette, elle t'avait vu à Qui va être mon associé parce que c'était comme c'était le tout début, tu sais, genre à 20h45, Ah etc. oui, oui. Et bah, du coup, c'est le moment où elle n'était pas encore au lit, parce que c'est vrai qu'on est des mauvais parents, on la couche un peu tard. Et du coup, elle avait regardé avec ma femme, parce que nous, on était en soirée et tout. Mais voilà, donc du coup, en fait, en plus, elle connaît, à chaque fois, elle me dit quand est-ce que j'ai des Detective Box et tout. Trop bien. Et bah écoute, je t'en enverrai pour Noël. Non, mais je disais pas ça pour en avoir un gratuit, hein, pas du tout. Tu vois. Je t'en enverrai une pour Noël, je te dois bien ça. Bah écoute, It's a Date là-dessus. Maintenant, moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est que vous êtes du coup un couple de CEO de 2 générations différentes. Toi, donc du coup, c'est ça, non? Oh, c'est dur à dire. Deux générations. Est-ce que tu assumes d'être une autre génération? Alors, pardon, que en moi fait, je voulais le dire dans le sens où, par exemple, moi, je me sens pas de la même génération que toi. Ah ouais. Toi, tu as ok. commencé à entreprendre depuis quoi, 3 ans? Oui, oui, c'est vrai. Oui. Ah, Moi, génération Moi, ça fait d'entrepreneurs. 13 ans que ouais, ça ouais, fait c'est 13 ça. ans que j'entreprends. Oui, Je oui, devrais ok, dire que je ok. suis pas de la C'est même bon. génération que toi. Ouais, vous êtes des. C'était dans le sens où, des tu vois, vieux de la vieille. nous, enfin, nous, je pense qu'on devrait être à peu près. On commence à entreprendre en quelle année? En 2013. Ok, bon, bah voilà, c'est ça. Et moi, c'était quelle année? Ouais, 2011-2012, donc tu es à peu ça près doit- par Ouais, là. moi je sortais du Mais lycée. du coup, en donc, fait, non, ce que je voulais en fait surtout voir, en fait, ce qui m'intéressait, c'était la différence de vision de comment vous êtes rentré dans l'entrepreneuriat. 2013, où c'est pas du tout quelque chose de sexy encore Pas d'être du tout, entrepreneur, c'est le Far West. versus Ouais. depuis 5 ans, c'est sexy d'être entrepreneur, il y a plein de rôles modèles ou quoi. Nous, par exemple, toi, t'es devenu avec le temps un rôle modèle, mais quand toi, t'as entrepris, les rôles modèles, c'était qui? C'était Céline Lazorte, c'était... Ah, c'était Bon, si, tout quand même, ça commençait, 2012. non? Moi, en fait, c'était 2012. Et enfin, Litchi, c'est 2010, je crois. ouais, ça commençait, tu vois, mais C'était moi, la quand star, je- quand même. Oui, mais quand C'était je me notre suis- star. C'était notre star. Quand je me suis lancée, enfin, personne ne comprenait ce que je faisais et moi non plus. Et j'ai des potes. Moi, j'avoue que je comprenais rien non plus. Je dis, mais comment c'est possible, un truc qui répond tout seul et tout Waouh, comment elle a fait, la meuf, quoi? Oui, non, mais enfin, même tu vois, au-delà du produit, c'était. Tu vois, moi, j'avais fait des grandes écoles, des machins. Les gens étaient en mode, mais c'est trop bizarre que tu sois au merde, chômage. Enfin, en pardon. plus, t'as même pas le droit au chômage. Enfin, qu'est-ce que tu fais alors qu'on fait tous du conseil, de la finance, on est en market, on est machin dans des grosses boîtes. Et moi, j'étais dans un genre d'un truc de la CCI, tu vois, la chambre de commerce de Paris, dans un bureau. Tu t'avais fait quoi comme école, toi, de base? J'ai fait Sciences Po et HEC. Donc quand tu sors de Petit ça, CV, quoi. petit CV. Quand tu sors de ça, si tu veux, tous tes potes gagnent plein de thunes et tout. Moi, mes parents m'ont dit, on te paye ton loyer à Strasbourg-Saint-Denis pendant 1 an, mais juste le loyer, le reste tu te débrouilles. Donc en fait, j'aidais des gens, genre le voisin de ma pote, à apprendre à tweeter. Et à utiliser Strikingly à l'époque. Enfin, tu vois, je faisais des trucs, mais vraiment, j'ai été payée une fois 150 € pour live tweeter à une soirée, un événement entrepreneur. J'ai l'impression que j'avais gagné le jackpot. Un jour, je me suis enfermée dehors, j'avais plus ma clé. Et quand le serrurier est venu, je lui ai dit, franchement, ton site, c'est pas possible. Regarde, le temps que tu arrives, les 45 minutes, je t'ai fait un premier Strikingly et je lui ai vendu 400 €. Il m'a dit, j'en veux 2. J'étais là. Waouh, mais le mec est millionnaire. 800 boules, les 800 frères boules. 800 boules, je lui ai fait 2 mois dessus, tu vois. Et j'étais là, c'est parti, c'est bon, j'ai plus besoin de... Enfin, vraiment, mais genre, c'était une autre vie. Ma première levée de fonds, c'était avec les business angels de Sciences Po. Et je leur ai refait leur site. Et pareil, tu vois, je crois que... Ils m'ont demandé combien ça coûte et je pense que j'ai dit, mais tu vois, un truc vraiment, mais rien, mais enfin, tu as quelques centaines d'euros et ce qui n'était pas. Et c'est Maxime Mazin, le mec qui dirigeait l'incubateur, qui m'a rappelé, qui m'a dit non, Marjolaine, tu montes ton prix parce que là, c'est pas sérieux. Ah bon? Ah, d'accord. Et je crois que j'ai facturé 1002 et j'ai l'impression que voilà, là, c'était 6 mois, tu vois. 6 mois de cash. Sachant qu'un site, à l'époque, donc là, si on est quoi, 2012, 2013, Ouais. par là et tout, bon, un site, franchement, t'avais quasiment rien à moins de 5000 balles hein, sur Ah ces oui, marchés. mais moi, j'avais aucune idée de quoi, tu vois. Ouais. Et en fait, je faisais pas ça. Enfin, j'étais en mode, on monte notre boîte, on monte notre projet. Et je me disais même pas que c'était une boîte. Au début, c'était une appli. J'avais pas, vraiment pareil pour une débile, tu vois, mais j'avais pas compris que c'était une entreprise et qu'il y avait un business model. D'ailleurs,
j'ai mis du temps à comprendre qu'il fallait mettre un business model, mais C'est un autre sujet. mais en gros, tu vois, j'ai mes meilleurs potes qui m'ont offert un livre pour mon anniversaire et c'était, tu vois, le livre acheté sur les vieux rayons de la Fnac, créer votre business plan, votre entreprise, machin. J'ouvre le bouquin, tu vois, et c'était quelle est votre zone de chalandise, à vous de la définir et tout. J'étais là. Ça veut dire quoi, Les chalandise? gars, c'est en fait à qui tu vends, tu vois. Ah, Où est-ce bah, que genre, qu'en France, en Europe ou Ouais, worldwide. c'est ça, ok. t'as un lieu, t'as pignon sur rue, machin, tu fais. Et en fait, j'étais là, mais pourquoi vous m'offrez ça? Et c'est là, bah, pour ta boîte. J'étais là, mais quelle boîte? Bah là, ce que tu fais, ce qu'a fait Blackbird à l'époque, j'étais là, non, mais c'est une appli, hein, c'est pas une boîte. Enfin, tu vois, j'avais vraiment aucune idée. Et moi, c'est ce que j'aimais. C'est ce que j'aimais dans ce côté, le pas de côté, justement. C'était tout le monde va faire du conseil, de la banque et tout. Et moi, je vais créer une appli qui aide les jeunes dans leur quotidien. Je vais m'associer avec un ingénieur. Je vais faire un peu de design comme ça sur mon petit logiciel. Et petit à petit, ça s'est structuré et c'est devenu un peu le nouveau conseil, tu vois. Enfin, un peu la nouvelle voie, tu vois, HEC entrepreneur, machin. Moi, à l'époque, vraiment, les gens se disaient, mais. Ouais, c'est pile cette époque-là. C'était quoi? C'était Kosciusko Morizet qui était un peu le parrain Voilà, de ça. Hein. C'était cette époque, tu vois. Bah, c'est ça. Bah, Céline Lazarte, elle sortait de ce master entrepreneuriat, mais qui était tout nouveau, quoi, en fait. Tout nouveau. Mais moi, j'ai même pas fait ça. J'ai fait affaires publiques, tu vois, à Sciences Po HEC, enfin, management public et privé. Enfin, on sait pas trop ce que ça veut dire encore, mais mais du coup, ça me faisait marrer en fait. Qu'il n'y ait aucun code. J'ai pas rejoint un incubateur tout de suite. Après, j'ai été la deuxième boîte à rejoindre The Family. On allait à la Startup School le samedi matin. Ok, c'est vrai que tu viens de TF aussi. Après, on a fait le Nouma. Après, mais c'était quand même, c'était le bordel. Enfin, c'était vraiment un gros bordel. Moi, dans mes yeux, j'ai l'impression quand même que vu que vous étiez moins, du coup, vous vous serriez beaucoup plus les coudes et vous connaissiez tous et que vous étiez un peu une grande famille, pour pas dire family, et qu'il y avait beaucoup plus de cohésion entre vous. Genre, vous étiez Enfin, les entrepreneurs parisiens, vous connaissiez tous. Aujourd'hui, vous êtes encore très potes tous. Ouais. Tandis que aujourd'hui, pour moi, en fait, il y a une mosaïque d'entrepreneurs qui font 1000 trucs différents, qui sont hyper dispersés et c'est plus difficile. C'est une question de médiatisation, etc. C'est qu'à l'époque, en fait, la médiatisation, c'était encore quand même beaucoup la télé. Toi, je suppose que tu as dû passer 1 million de fois à BFM, etc. Quoi, dès qu'il fallait parler d'un sujet comme ça, je pense que tu étais invité. À l'époque, en fait, tu te faisais limite beaucoup plus connaître comme ça. Et en fait, maintenant, avec l'ère des LinkedIn, podcasts, YouTube, etc., en fait, du coup, tout le monde se crée son propre média. Attends, et du coup, c'est beaucoup plus le bordel, quoi. J'ai appuyé sur off pendant 2 ans, voilà, et je reviens il y a quelques mois, j'ouvre LinkedIn en me disant tiens, je vais parler de je sais pas quoi, mon bootcamp et tout, ça peut être intéressant. J'arrive, mais je reconnais pas le truc. Genre, je vois une plateforme ultra codifiée où tout le monde a capté qu'il faut faire son petit teaser sur les premières phrases. Tu mets ta petite flèche et les gens ont envie de cliquer. Du coup, l'algo, il est content. Tu fais des carousels. Les gens, ils apprennent aux autres à utiliser LinkedIn. Je me dis, ouais, c'est méga méta ce truc. ChatGPT pour faire tes posts. Attends, moi, je racontais juste ma vie. Je repartageais une interview de temps en temps et tout le monde était content et c'était très bien. Et là, mais je découvre en fait une industrie. Et moi, j'avoue, ça me fout la flemme. Hein. Enfin, je trouve que c'était plus marrant les apéros qu'on faisait il y a 10 ans. Moi, c'est pas drôle du tout maintenant LinkedIn. J'ai ce FOMO, moi. J'ai l'impression d'avoir raté l'âge doré de l'entrepreneuriat. Et j'ai sorti la phrase très très triste de LinkedIn is the new the family, parce qu'en fait, nous, on n'a pas de lieu où on se retrouve. Les gens Enfin, les entrepreneurs se connaissent via LinkedIn parce que tu postes, parce que tu envoies des messages, etc. Bon, il y a autre chose, il n'y a pas que ça forcément, mais aujourd'hui, il y a beaucoup du lien entrepreneurial qui se fait sur LinkedIn. Et c'est pour ça qu'on aime beaucoup toutes les initiatives qui permettent de remettre du physique. Hein. Ouais. Du coup, tu vois, pour revenir un peu au loft, à quartier libre, etc., nous, à Bordeaux, avec le Poney Club, pourquoi le Poney Club a eu du succès? Parce qu'en fait, les gens, ils étaient contents d'avoir en fait ce cadre où, en plus, nous, c'était pas de bullshit, tout le monde arrivait en t-shirt. S'il y en avait un qui montrait une carte de visite, on lui coupait la tête. Enfin, tu vois, on faisait pas ça en vrai. Mais c'est marrant, tu vois. Moi, il y a pas longtemps, j'ai donné une conf à la CCI de Arles. Et il y a un maire d'une des villes de la région qui vient me voir, tu vois, qui me dit ma fille était au Nouma avec vous, elle était stagiaire, elle vous connaît, nanana, s'appelle. Et je dis ok. Elle dit, je suis en discussion avec elle. Elle me dit Marjolaine, elle était connue pour son sens de la fête. J'étais là. Et oui, en effet, c'était une époque où tu vois, c'était pizza bière tous les soirs. Enfin, c'est caricatural, mais c'était ça, quoi. C'était vraiment un côté. On avait une énorme peluche Bart Simpson.
Genre mon premier investisseur important, je l'ai rencontré parce qu'il a un pote de la table d'à côté, le CEO d'une autre boîte, a levé des fonds avec André. Et André était là, alors c'est quoi Grégoire, raconte-moi les boîtes sympas ici. Et moi j'étais en train de faire autre chose. Et André et Grégoire sont venus et Grégoire m'a dit, tiens, André, ça lui parle ce que tu fais, ce que tu veux le pitcher. Et j'ai levé la tête 5 minutes, on a parlé. Bon, après, tu vois, bien sûr, il y a toute une deal et machin, mais enfin, les choses, il y avait vraiment une spontanéité qui était chouette. Et c'est vrai que moi, à partir du moment où ça s'est structuré en mode, t'as ton seed, ou même t'as ton pré-seed, seed, série A, série B, t'as machin, les milestones, c'est ça, je me reconnais moins, quoi. Et du coup, là, je me remets à faire plein de projets et tout, mais en fait, je comprends que ça a un mot, c'est solopreneur. Je suis là, il y a encore des codes, il y a encore des... Tu vois, Et en plus, le pire, c'est que, tu vois, pour être honnête, c'est exactement la question là que j'allais te poser. C'est que, en fait, du coup, maintenant, c'est marrant parce que tu t'es mis, du coup, aux antipodes de ça. Parce que, du coup, tu as plus maintenant le modèle, en fait, du soloprenariat. C'est ça, le solopreneur, c'est celui qui vend ses services seul, en ligne la plupart du temps, donc qui commence souvent avec des formations, des bootcamps, des coachings, potentiellement des masterminds. Et en fait, c'est un peu tous les mots. Tu as raison. Non, mais tout a été codifié un peu, quoi. Voilà. Et donc, du coup, moi, j'ai toujours envie d'être un peu... je sais pas si c'est... Enfin, je sais pas exactement pourquoi, ce sera pour une autre thérapie, mais tu vois, j'aime pas quand il y a un truc qui est trop codifié. C'est voilà la case, voilà les codes, voilà ce que ça veut dire la réussite, voilà ce que ça veut dire se planter. Moi, j'ai toujours envie d'être... tu vois, limite, s'il y a un truc qui devient trop... voilà, le fleuve, c'est parti, tu suis le cours... Je prends ma petite barque, je m'arrête, je pique-nique et je repars à côté, tu vois. Je pense que la différence, elle est là, c'est que ça te colle à la peau. Enfin, en fait, cette habitude de faire les choses de manière très organique, c'est vraiment ta manière de faire. Tandis que moi, je suis sortie d'école et je me suis dit, je vais être entrepreneur. Je vais être entrepreneur. Qu'est-ce que je vais monter comme boîte ? Je suis partie à Palo Alto pour faire le tour de des projets qui étaient en train de naître là-bas à l'époque. Je pensais que j'allais partir dans la tech. Finalement, je rentre en disant, les gars, je lance un jeu d'enquête. Tout le monde a cru que j'avais lâché la corde. Mais moi, derrière, j'étais là, bon, c'est un projet qui me parle pour plein de raisons, dans lequel je peux y mettre ma créativité, mais parce que je vais être entrepreneur. Et c'était un super bac à sable pour moi, pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Et c'était via ce prisme-là que j'ai démarré le projet, par en me disant, enfin, tu vois, les gens, ils viennent souvent me dire en me disant, mais toi, t'es fan d'escape game et de jeux de société et tout. Je suis là, non, enfin, oui, j'aime bien ça, mais j'ai pas fait ça par passion de l'escape game. J'ai fait ça parce qu'il y avait une opportunité, le sujet me plaît, moi j'aime bien créer, donc j'aimais bien l'écriture, mais c'est par le prisme de l'entrepreneuriat que j'ai commencé. Tandis que toi, c'est par le prisme de rien, en fait. J'ai trouvé un problème, les jeunes communiquaient, machin, tiens. Et ce qui est marrant, c'est que si tu demandes, je pense, à n'importe qui, encore une fois, de notre génération, qui a commencé à entreprendre au début des années 2010, il te dira toujours ça, en fait, j'ai vu un problème ou une opportunité et j'ai voulu le résoudre. Et du coup, ça, en fait, ça a fait une boîte. Ouais. Et du coup, je suis devenu entrepreneur. Après, moi, je disais à mes parents, quand j'étais petite, je disais, je veux être inventeuse. Donc, qu'est-ce que ça veut dire je sais pas. Donc, non, mais t'avais quand même le truc, quoi. Il y a aussi ce truc inné qui change pas. Enfin, inné, à qui j'en sais rien, mais en tout cas, qui est vraiment en nous, qui nous appelle vers ça. Donc, j'ai pas choisi une profession, la profession entrepreneur. Mais vu que je voulais être inventeuse, mes parents, qui sont pas du tout dans ce monde-là, ils m'ont dit, ok, tu vas être ingé, va en école d'ingé. Moi, je dis, oh là, non, c'est pas du tout ça que je veux faire. Donc, je suis allée en école de commerce et je me suis fait railler parce que j'allais chez les requins. Et après, je dis, non, mais attends, je pense qu'en fait, c'est ça, l'entrepreneuriat, quand je disais inventeuse, c'est ça qui me plaît. Et c'est le fait d'inventer, mais à partir d'un problème, à partir en fait, avoir un impact via le prisme de l'entrepreneuriat. Mais je pense que ce côté un petit peu plus organique et libre, et tu te réalises et tu te laisses beaucoup de liberté, ça plaît de plus en plus. Et tu vois, moi, je vois que les gens, notamment les entrepreneurs, les indépendants, solopreneurs, créateurs de contenu qui viennent dans mon bootcamp. Ou les couplepreneurs aussi. Va falloir qu'on le brande celui-là. Bon, j'avoue, ça fait 5 minutes que je l'ai trouvé, que j'attendais un truc pour le placer. Couplepreneurship. Voilà, je vais vite le noter après, parce qu'on va me le piquer. J'adore. En fait, ils viennent dans mon bootcamp sur l'IA, mais en fait, ce qui les intéresse, c'est plus comment créer une vie sur mesure qui leur ressemble et qui leur permet à la fois d'aller au fond de certains sujets, mais en même temps en gardant une liberté, une sérendipité, etc. Et en fait, c'est ça, moi, qui me passionne. Et du coup, finalement, mon sujet, il est là, tu vois. Et c'est un peu méta, mais c'est que mon sujet, c'est pas juste entreprendre dans quoi, ou entreprendre que ce soit startup, scale-up, solo, je sais pas quoi. C'est plus, en fait, comment tu te crées une vie qui te ressemble et comment tu peux
tu vas te faire 2 mois de tunnel, que j'ai fait aussi, pareil, 20 août jusqu'à Last Weekend. Puis avoir un moment où tu pars 3 semaines faire du surf ou de la musique ou t'engager sur un projet. Et je pense que c'est quelque chose qui parle de plus en plus et qu'on a peut-être connu cet âge d'or de LinkedIn, les startups, les levées de fonds, BFM, nanana, ça se structure. Et aujourd'hui, ça devient plus mainstream et donc tu as plein de personnalités diverses qui s'intéressent à ce mode de vie. Et c'est pas soit l'entrepreneur qui va à fond, soit salariat, mais qui a plus d'opportunités. Et l'IA, moi, j'ai pas de passion fondamentale pour l'IA, si ce n'est que je trouve qu'elle donne cette liberté sans avoir forcément des compétences. Tu es capable aujourd'hui de faire plein de choses. C'est un peu cette baguette magique si tant est que tu as envie d'apprendre à l'utiliser. Et c'est ça, moi, que j'aime. C'est dire aux gens, OK, c'est quoi tes tripes ? T'as quoi sur le cœur ? Qu'est-ce que tu as envie de créer ? Qu'est-ce que tu as envie d'apporter au monde ? Eh bien, vas-y, je vais te donner quelques clés pour que tu puisses créer ta marque, créer ton business plan, créer ton site, créer ton SEO, ton machin. Et c'est là où les gens ont des étoiles dans les yeux. Toi, ton bootcamp, en fait, c'est limite pas qu'un bootcamp IA, c'est un bootcamp entrepreneurship, en fait. Hein. Ouais. Et déguisé en bootcamp IA. Parce que c'est avec plus des choses sympa. très très actionnables dans l'IA et très intéressant. Oui, Moi, je l'ai pris pour toute mon équipe et je Ouais. l'ai fait moi-même. Il est trop bien. Mais tu vas bien au-delà de ça aussi. Oui, mais tu vois, le module créativité, la première chose, c'est que je demande aux gens de faire leur ikigai. Donc, tu vois, ce que tu fais bien. C'est qu'il faut que je le fasse, ça. Et donc, j'ai créé un petit module d'IA où tu discutes avec ChatGPT qui te pose des questions, genre qu'est-ce que tu peux faire pendant des heures sans se lever la tête. C'est marrant, une nana m'en a fait un et me l'a envoyé il y a 2 jours, là. Il faut que je le fasse. Non, mais c'est trop bien. C'était peut-être quelqu'un du bootcamp de Marjolaine. Non, mais il y a des Possible, gens hein. qui me disent, en fait, c'est ça, c'était incroyable. Et du coup, au lieu de faire mon projet, je m'étais en train de me lancer sur tel truc, mais j'ai fait mon ikigai. Et du coup, je suis en train de pivoter, de réajuster. C'est beaucoup plus intéressant. J'ai quelqu'un qui me parle de je comprends pas, je fais que de l'admin, une demi-journée, la moitié, chaque demi-journée, je fais de l'admin, je fais de la compta, je fais de la machin. Est-ce que tu as un outil IA qui va m'aider à faire mes devis ? Et en fait, au bout de 10 minutes d'office hours, tu vois, je fais du coaching en one-to-one dans le bootcamp. Mais t'as raison, en fait, ce projet il me fait peur. En fait, c'est pas du tout que je cherche un outil de compta en IA, c'est que je me pose pas les bonnes questions, je me suis pas bien lancée, il faut que je m'entoure. Et tu vois, on va vraiment sur des sujets beaucoup plus profonds et beaucoup plus perso. Là, je crois que je t'ai raconté, mais il y en a une la semaine dernière qui a pleuré en office hours parce que je lui ai montré comment passer d'un texte qu'elle a écrit sur son éditeur de texte, Word, peu importe, à un PowerPoint mis en forme, formalisé, machin. Et en fait, moi, je lui dis, mais Armelle, pour la citer, mais ça va ? Et c'est là. Et non, mais moi, je déteste faire des PowerPoint, je déteste et je dois en faire pour mes clients et machin. Et là, non, mais là, mais merci, mais c'est génial. Et j'étais là, oh, bah, super, écoute, très bien, tu vois, on l'a fait en partage d'écran et elle l'a fait elle-même et c'était fou. Là, j'ai un mec aussi qui m'a écrit un message il y a 2 jours sur WhatsApp. Écoute, j'écoute vachement les podcasts de Mathieu Stéphanie, notamment La Martingale sur les finances et machin. Et grâce au bootcamp, grâce au module 4 sur créer ses propres agents IA, j'ai donné à une IA tous les bootcamps, tous les podcasts, tous les transcripts. Et donc maintenant, j'ai un bot qui m'aide à gérer mes finances perso, qui me conseille, qui machin. Depuis tous les conseils de Mathieu Stéphanie et de ses invités sur La Martingale, j'envoie ça à Matt qui était là genre attends mais c'est incroyable, faut trop qu'il passe sur le podcast. Donc tu vois, l'autre il est là waouh mais ça serait ouf. Enfin, en fait ça crée des choses incroyables. Ah, c'est génial. Et les gens ils sont c'est magnifique. Et c'est ça que je fais en fait. Je viens de me rendre compte que là tout ce que tu viens de citer je sais pas le faire quoi. Donc peut-être que je le suis ce bootcamp aussi. Eh bah t'as un super bootcamp à suivre. Non mais franchement ça donne des choses magnifiques. Franchement, et là pour le coup c'est moi qui ai pleuré, mais on était en week-end je sais plus où. Je sais plus. Et il y a Ah si, on était à Rome. Et il y a un élève, on était au resto, machin, et qui met sur le groupe WhatsApp je viens de créer une BD pour mon fils avec Midjourney. Donc je lui ai après, dans le bootcamp, il y a tout un truc sur Midjourney, et lui, il galérait un peu et tout, et il a appris à l'utiliser, et il nous envoie les cases, les visuels BD de son petit de 8 ans, qui est un super-héros en pleine nature, machin, à faire des trucs. Et il nous dit, voilà, j'ai écrit la BD de mon fils... Ça, en mode Black Panther, mais avec la tête de son fils. Et moi, j'étais là, mon amour, regarde, j'étais tellement émue. En fait, c'est tous les jours qu'il y a un truc comme ça qui se passe. Et c'est incroyable. Ouais. Je trouve que c'est hyper intéressant de voir qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'outils et de manières de faire et d'actionner ce que tu as envie de faire, en fait. Et tu n'as plus besoin d'avoir un bazooka pour faire un petit truc, en fait, et build petit à petit. En revanche, ça veut dire que
la guéguerre de la visibilité et de faire connaître son business est de plus en plus difficile parce que forcément, il y a de plus en plus de monde qui a accès aux mêmes choses. Donc, il y a du positif pour l'humanité, j'ai envie de dire. C'est trop bien parce qu'en fait, les gens sont de moins en moins forcés à prendre des professions un peu par défaut qui leur ressemblent pas, que leur auraient vendu les parents parce que c'est le truc respectable à faire. Et en fait, non, mais moi j'ai envie d'être artiste ou j'ai envie de faire de la musique ou j'ai envie d'être entrepreneur ou j'ai envie de faire plein de choses ou créateur de contenu, ce que tu veux. Mais du coup, ça crée un monde où on est de plus en plus à suivre notre voie. Et donc, c'est hyper intéressant de voir comment ça va évoluer, comment les choses vont se structurer pour qu'on puisse tous travailler sur nos sujets respectifs en même temps, peut-être ensemble, peut-être séparément. Et plus les outils, plus l'IA va se développer, plus y a des choses super, super intéressantes, inspirantes qui vont se former, quoi. Pour moi, la différence se fait sur est-ce que tu fais les choses avec le cœur ou est-ce que tu le fais parce qu'il y a une opportunité, tu sens qu'il y a un marché, tu vas tout droit. Mais moi, ce que j'aime et ce qui réunit mes élèves, les participants du bootcamp et tout, c'est... je sens que j'ai un truc dans mes tripes, que ce soit je me suis déjà lancée mais je veux accélérer, ou j'ai envie de lancer quelque chose, ou j'ai envie de structurer. Mais vraiment, tu vois, il y a quelque chose de très humain. Et du coup, tu leur proposes cette baguette magique et ça donne des choses, ça donne des choses magnifiques, quoi. Et je pense qu'il y a plein de gens qui ont ça dans les tripes, mais qui s'autorisent pas parce que c'était un peu un truc de... je sais pas comment dire. Parce que c'est pas accessible. C'est un truc de marginal finalement, de vouloir être entrepreneur quand t'as pas papa, maman qui est entrepreneur ou qui te met à la tête de la boîte. Et en fait, aujourd'hui et de plus en plus, tout le monde va pouvoir écouter ce qui se passe dans ses tripes et vraiment accéder et se donner la chance de donner vie à son projet, quoi. Là, juste hier, j'avais un office hour avec une participante qui a une 50aine d'années, qui est chef à domicile. Et elle me dit, mais je comprends pas, ChatGPT, à quoi ça me sert? Tu vois, moi j'ai mon site, donc tu dis qu'on va apprendre à faire des sites dans le bootcamp. Moi, je dis, ok, vas-y, prends ton écran, envoie le lien de ton site à ChatGPT et on va lui demander des conseils. Elle est là, ah bon, mais du coup, c'est quoi la technique? C'est quoi? Et elle le fait en live. Et là, je lui dis, voilà, structure comme ça, on va faire la technique de la chaîne de la pensée. Tu vas dire à ChatGPT, voilà mon site. Analyse-le, dis-moi ce que tu comprends de mon business, donne-moi des tips, va regarder des sites similaires et fais-moi une reco. Et en fait, je vois, en plus, elle partageait pas son écran parce qu'elle faisait ça sur son portable. Donc, à un moment, je la vois, elle parle pas. Je dis, bah alors, Anne, qu'est-ce que... Ah ouais. Bah écoute, merci beaucoup. Et normalement, les office hours, c'est genre une vingtaine de minutes. Là, au bout de 7 minutes, elle m'a dit ciao. Clairement, tu sentais qu'elle était en mode ok, c'est bon, je vais bosser. Et elle était là. Il m'a donné des conseils sur mon SEO, sur les photos à faire, sur ma présentation. Il m'a dit que mon hook n'était pas assez bon. Et tu sentais qu'elle était là. Merci Marjolaine, d'accord. Et moi, je suis trop contente. C'est ouf de donner ces clés parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que cette personne, c'est une bonne chef? Est-ce qu'elle fait les choses avec amour, avec le cœur? Est-ce qu'elle est dédiée à ce qu'elle fait? Mais du coup, j'ai envie qu'elle ait le meilleur site possible. Et c'est juste ça, en fait. C'est la bonne personne, tu as envie de lui donner les clés, quoi. Et en fait, parce que du coup, dans le bootcamp, quand on le prend, en fait, c'est donc, je suppose qu'il y a une grosse partie asynchrone avec des cours en vidéo. Ouais. Donc, comme tu disais, en fait, je pense qu'ils reprennent un peu toutes les étapes un peu de l'entrepreneuriat. Et en fait, comment à chaque étape, tu utilises l'IA pour aller plus vite, pour aller mieux, non? 4 semaines, une semaine prompt, une semaine productivité, créativité, et après créer ses propres agents IA. T'as dit quoi, 5 semaines? 4 semaines. 4 semaines, ok. Ouais. Prompt, productivité, créativité et no-code, automation et agent IA. Et tu as effectivement, tu vois, 1h30 à peu près par semaine de modules vidéo de 3 à 7 minutes, faire sa newsletter, faire son blog, faire son SEO, faire machin. Et après, c'est du live. On a un live toutes les semaines accessible en replay, des office hours, un groupe WhatsApp avec des exercices que les gens se partagent. Et en fait, même les groupes, les premiers alumni du mois de mai, ils se parlent encore. Tu vois, ils se soutiennent et machin. C'est quoi, t'as une cohorte tous les mois en fait? Ouais, à peu près tous les mois et demi. Ça devrait te parler, toi qui adore les OKR, Hugo, toutes les automatisations, etc. C'est assez cool. Ah, mais moi, je suis zéro là-dessus. C'est pour ça que, tu vois, en fait, en vrai, je pose des questions, mais je m'intéresse. Non, mais grave. Moi, je sais que je suis pas le dernier là-dessus, parce qu'il y a quand même plein de choses maintenant qui m'aident grâce à ça. Mais je sais que je suis à, je sais pas, je suis à 3,5%, quoi, tu vois, parce qu'en fait, il y a tellement de choses à faire encore avec ça. Une personne utilise en moyenne 3% de ChatGPT. Ouais, c'est ça, tu vois. Les gens sont là, je vais demander de me corriger un email, je vais demander de me faire un contrat et tout. Ouais, moi j'en ai créé un qui, depuis mes photos de ma bibliothèque, me recommande le prochain bouquin et genre il me recommande des bouquins de ouf. Au début, il me recommandait Eckhart Tolle, Pouvoir du moment présent, mon livre préféré. J'étais là, génial, parce qu'il me connaît bien, mais moi je veux pas ça. Et maintenant il me propose du Aldous Huxley, des trucs complètement, c'est trop bien.
Et être la copine de quelqu'un qui bosse dans l'IA, ça veut dire que moi, je fais chier toute mon équipe toute la journée, genre en mode « Mais ça, tu peux le faire à l'IA, mais ça, tu peux le faire à l'IA, oh là Même hier, là !» pour Quartier Libre, Émilie devait envoyer un mail à sa banque. Et genre, je lui dis, attends, j'ai créé sur Claude AI, donc une des IA comme ChatGPT, un projet où je lui ai nourri avec tous nos calls, avec toutes les parties prenantes, tous les mails, les intentions, le Notion qu'on a fait. Et maintenant, je lui dis, Émilie doit envoyer un mail à sa banque qui parle de ça, ça, ça. Écris-moi le mail. Et en fait, il a toutes les infos et il fait le mail, tu vois. Tu vois, mais c'est ça que j'ai encore du mal, en fait, c'est dans tous les channels un peu de ChatGPT que je fais ou quoi, c'est en fait le fait qu'ils retiennent tout et qu'ils reprennent en fait toutes les informations en mode, comment on appelle ça, quand il apprend un peu. Sa mémoire, quoi. Ouais, voilà, ça. Mais ça, il y a plein de petites choses à faire. Soit tu te crées ton GPT, Ouais. tu crées un projet sur Claude, soit tu commences à le nourrir avec ton profil de créateur dans ChatGPT. Ouais. Tu as plein de petites choses. Ah, mais bon, tu vois, je pense qu'il faut que je passe le pas, il faut que je prenne cette formation. Je pense qu'on aurait pu, franchement, encore continuer à parler entrepreneuriat, amour, projet, tout pendant des heures, mais je sais qu'il va falloir que je vous libère à un moment donné. En tout cas, je suis content parce que on a fait un podcast où on n'a pas trop fait un peu la chronologie Wikipédia. Je crois qu'on n'a même pas expliqué ce que c'était Jam. Non, mais Mais justement, c'est ça qui est bien. Tu vois, je me dis, voilà, on va parler que du présent et de ce qu'il y a. De toute façon, si les gens veulent connaître l'histoire, quand on reparle vachement bien et en détail justement sur Génération Do It Yourself avec notre ami Matt, très cool. Bah, encore une fois, vous parlez pas que de ça, mais au moins pour ceux qui veulent l'histoire, t'en reparles ici. Est-ce qu'il y a peut-être même, je sais pas, des sujets que vous auriez aimé qu'on aborde et qu'on n'a pas abordé pendant ce podcast? Écoute, franchement, moi, je suis très contente d'être venue. Hein, c'est cool. C'est notre premier podcast de couple-preneur. Ouais, on trouvait ça fun de faire. Vraiment que je le note, j'avais déjà oublié. Non, mais même pour nous, c'est expérience nouvelle, parler de nos projets perso, enfin chacune de nos projets ensemble, raconter notre vie de couple et le fait qu'on s'appelle Baby et qu'on va à Rome, tout ça. Donc non, trop fun. En tout cas, moi, il y a quelque chose de. Enfin, c'est super positif d'être avec quelqu'un qui comprend et qui vit des choses aussi un peu différemment. Et je pense qu'on n'est pas les mêmes. Et on a le bon mix, tu vois, de choses qui se ressemblent, mais en même temps avec des forces et des faiblesses différentes. Et juste, tu vois, on parlait d'Osgore quand j'ai lancé mon bootcamp. J'ai dit à Émilie, voilà, là, je sens qu'il y a une opportunité. Il y a plein de gens qui me demandent de les former sur l'IA, plein de gens qui m'appellent et tout. Il faut que je fasse un truc. Vas-y, dans 4 jours, je lance. J'ai une conf. Il faut que j'annonce une formation. J'ai 4 jours pour tourner tout. Et elle m'a dit, Baby, tu te calmes. Tu vas pas tourner une formation en 4 jours. Ce que tu vas faire, en revanche, c'est que tu vas annoncer dans 4 jours que tu vas faire un bootcamp. Donc, tu vas juste faire une landing page. Et déjà de ça va te prendre 4 jours. Et tu vas faire un truc où chaque semaine, il y a un nouveau module. Ok, et du coup, tu m'as aidé à faire la landing page parce qu'au début, franchement, c'était une photo de moi sur le canapé, on voyait mes pieds en gros plan, c'était ma seule photo sur ordi en HD. Et tu m'as tellement aidé. Et pendant un mois, du coup, j'ai eu le droit à... Alors, tu voulais la faire en 4 jours, hein? Alors, sachant qu'en fait, j'ai pas dormi pendant 4 semaines pour tourner le truc. Ah, c'est dur, hein? C'est dur. Extrêmement intense, mais aussi génial. Mais moi, effectivement, j'en serais pas à 1/10 de ce que je peux, sur quoi je m'éclate aujourd'hui. S'il n'y avait pas Émilie. Ouais, mais moi, c'est pareil. Franchement, la différence que ça fait quand tu sais que on est chacune la plus grande fan de l'autre et on se soutient de ouf et on se donne vraiment l'énergie pour accomplir les choses qu'on a envie de faire. Et tu sais, on dit qu'on est la somme des 5 personnes qu'on voit le plus. Bon, bah moi, je pense que mon temps, c'est 60% avec Marjo, même peut-être plus que ça parce qu'on bosse la journée au même endroit, on passe nos soirées ensemble. Et on s'élève vachement et on se tire vachement vers le haut. Donc et on ose se dire les choses aussi, tu vois. Moi, quand je vois que tu es sur ton busy work et machin, hop, je t'envoie un petit podcast, un petit truc sur prends un peu de travailler, annule tous tes rendez-vous, aie du temps pour toi. Ton travail, c'est pas du busy work, c'est de réfléchir, de prendre des décisions. Et ce niveau de confiance, ça permet aussi d'aller là où ça fait mal, tu vois. Enfin, là, de dire non, là, tu fais n'importe quoi. Mais je vais te le dire avec tout l'amour du monde et je vais me mettre à côté de toi et on va écouter le podcast sur désapprendre à travailler. Et moi aussi, il y a vraiment, tu vois, tu arrives à un niveau de confiance et d'intimité, de complicité. Du coup, tu peux aller tout de suite On est complètement d'accord. J'ai la même chose à la maison et c'est ça que, en vous écoutant parler, c'est ça que je suis obligé aussi, moi aussi, de lui rendre hommage là-dessus, parce que j'ai l'impression quand même que, franchement, surtout depuis 2-3 ans, je fais énormément de choses et franchement, je suis assez fier de ce que je fais, etc. Mais je sais
comme tu l'as dit, c'est exactement la même phrase, c'est que franchement, j'en ferais pas la moitié si elle n'était pas avec moi pour me soutenir, pour me dire quand je fais des conneries, parce qu'en fait, c'est ça, hein, c'est que souvent, à un moment donné, je suis à fond là dans un truc, et donc du coup, je commence à délaisser un machin, et là, elle me dit, hop, Ouais. on remonte. Ouais. Là, du coup, là, ceux qui regardent pas sur YouTube, ils comprendront pas mon petit schéma, mais c'est pas grave. Tout comme les gens qui regardent pas sur YouTube comprendront pas la blague du Google. Tu vois. Mais donc non, donc du coup je suis hyper content aussi d'avoir fait ce podcast. Vous êtes officiellement, je pense, dans le top 5 de ceux que j'ai préféré enregistrer. C'est cool. C'était Trop une ode à l'amour, une ode à l'entrepreneuriat. Et je vous propose du coup qu'on s'arrête là, que je vous libère Merci. Génial. là-dessus. Super cool. Où est-ce qu'on vous suit l'une et l'autre? Oh, waouh. LinkedIn, Toi, Instagram, sur YouTube. Oui, moi, euh, on peut me suivre sur LinkedIn, ouais, Émilie Bernier Moi, on me O'Donnell. Et toi, on te suit pas. Bah, Si, sur, bah, sur ton bootcamp, si vous voulez faire un bootcamp, parce Ouais. qu'il est vraiment C'est vrai ouf. que j'ai pas demandé, il a un nom ce bootcamp ou Ouais, c'est lebootcampia.com. on est sur un gros Gros naming là. un gros naming, Ouais, ouais. Mais attends, j'ai 3 jours pour faire ma landing page. Bah, par contre, au moins sur le SEO, du coup, tu dois être pas mal, quoi. Ouais. Enfin, ça doit t'aider. Ouais. Non, Franchement, non, elle a même pas besoin de SEO. En fait, elle croule sous les demandes. Donc, c'est des bons problèmes à avoir et elle a pas les problématiques habituelles du solopreneur qui lance sa formation. Pas du tout. Alright, et bah, on vous suivra sur tout ça. Hâte aussi de suivre l'aventure de Quartier Libre Tout à fait. et donc de Nuit Sauvage, hein, qui a un sous. Nuit sauvage. Nuit sauvage, C'est nuit ou nid? Nuit sauvage. Nuit Sauvage, du coup, qui est en fait Un petit l'un bout de des Quartier sous-projets Libre. Ouais. de Quartier Libre. Exactement. On suivra du coup tout ça. Merci à toutes Merci les à deux. toi. Je vais faire quand même les petites mentions légales de fin de podcast. Ceux qui regardent sur YouTube, évidemment, vous pouvez liker, vous abonner, faire toutes ces petites choses-là. Ceux qui écoutent en audio, vous pouvez faire quoi? Oui, vous pouvez mettre 5 étoiles. Ça, c'est vrai que Oui. c'est important pour le référencement. Mais sinon, en tous les cas, vive l'entrepreneuriat, vive l'amour. Merci à vous toutes les deux. Merci à tous qui avez écouté Merci, jusqu'au bout. À bientôt sur La Chapelle Radio. Et ciao. 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 Et coupé.